Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 21 mai 2019, lendemain de fête de l'unité nationale au Cameroun. Les Camerounais n'ont plus de sentiments. On se pose cette question parce que même la mort d'un bébé de 4 mois n'émeut plus personne. Ils étaient tous au palais présidentiel pour festoyer pendant que ce bébé de 4 mois était donc tué à Mouyouka. C'est d'une tristesse inouïe, exécrable. Les images d'un nourrisson de 4 mois tué par balle à Mouyouka dans le chaudron de la crise anglophone. Et bien sûr, ce matin, l'on appelle le ministre de la Défense pour une enquête sérieuse qui clarifiera les circonstances et les responsabilités de cette barbarie, parce que c'est grave ce qui se passe. On parle de crise humanitaire, on parle de crise de la dignité humaine, on parle du Cameroun qui s'enfonce de plus en plus dans le trou, dans le gouffre. On ne peut pas accepter cela, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut une solution à cette crise anglophone et c'est le plaidoyer que nous faisons ce matin avec vous, puisqu'il y a péril en la demeure, mesdames, messieurs. Bonjour et merci à vous encore une fois de plus. Le plateau, comme chaque matin, est en place. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier à son Excellence Alfred Nguini, le nouvel ambassadeur du Cameroun en France, qui a refusé d'intégrer la villa qu'avait louée Samuel Mvondo Ayolo, du temps où il était ambassadeur. Villa qui aurait coûté 4 millions d'euros aux contribuables camerounais. Il dit que les murs ne sont pas à son goût, il faut rafraîchir. Il faut un autre budget pour mettre à son goût. Conséquence, il nous coûte encore cher en résidant dans les hôtels. Bravo. C'est ça la diplomatie camerounaise. Voilà, merci Chalamel, c'est intéressant. Et pendant ce temps, vous avez des Camerounais qui vous disent que le fédéralisme coûtera cher à l'État du Cameroun. Voilà ce qui coûte cher justement à l'État du Cameroun. Ce n'est pas le fédéralisme qui coûtera cher aux contribuables camerounais ou aux caisses de l'État. C'est ce type de comportement de personnes qui pensent qu'elles sont au-dessus de la loi, au-dessus de tout, et qui peuvent jouir des biens publics à suffisance, de l'argent dépensé pour rien, pour rester dans un hôtel sûrement huppé de la place parisienne, malheureusement. Monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver, madame, monsieur, tout à l'heure à 10h30. Ce sera la colère de Chalamel, chronique épicée, je préfère le dire comme ça. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, lendemain de fête du 20 mai, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. À Bamenda, on a également vécu la 47e parade de la célébration de la fête de l'unité au Cameroun. Et de là-bas, on a donc constaté que des militants du RDPC avaient une sorte de masque qui était bâillonné, Eric Fopoussi, cachait, couvrait totalement leur visage, et on se demandait ce qui se passait véritablement. La peur au ventre, ils ont quand même tenu à participer à cette belle parade Eric Fopoussi. Donc des images qui défilent depuis déjà hier, qui font le tour des réseaux sociaux, non pas dans le cadre de cette revue pour ce mardi, pour revenir également sur ce que les internautes ont pensé de cette 47e édition de la fête de l'unité. D'autres informations très tristes et qui alarme encore le peuple camerounais, Eric Fopoussi, pour ce mardi. Alors, ces images de Bamenda sont révélatrices de quelque chose. C'est des Camerounais qui n'assument pas justement leur positionnement. Si on a choisi d'être du RDPC, qu'est-ce qui nous oblige à nous cacher pour l'être finalement? On pourrait se poser la question, sauf si on estime que ce que l'on fait n'est pas bien. On devrait aller jusqu'au bout de nos idées, être prêt donc à défendre ces idées-là. C'est aussi cela, être cohérent avec soi-même. Voilà, donc on se pose cette question ce matin. Vous le rasez. Vous l'avez dit, 11h05. Rendez-vous avec vous dans votre chronique. Vous verrez la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, madame, messieurs, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Dans quelques semaines ou alors quelques jours, on va fêter la fête de la mer. Mais les Camerounaises, maintenant, se sont réunies pour se lever contre quelque chose qui attaque souvent les mères, les mamans, surtout dans les maternités, l'éclampsie.
Elle dit vite, comment faire pour que nos mamans ne meurent plus d'éclampsie? L'Ordre national des médecins du Cameroun estime à 15 femmes par jour qui meurent de suite d'accouchement. Et la majorité de ces femmes meurent par éclampsie. C'est-à-dire comment éviter que les femmes alors contrôlent leur maladie cardiovasculaire. Ouais, le stress, beaucoup de stress en réalité. Beaucoup de stress, comment réussir à endiguer ce stress-là pour éviter donc à ces femmes de mourir d'éclampsie. Malheureusement, il y a cette situation, comme vous l'avez décrit ce matin, Boro Bengan, qui reste, on va dire, préoccupante, situation préoccupante. Il faut trouver une solution, madame, monsieur, rapidement pour éviter que nos mamans, nos mères, évidemment, continuent donc à perdre la vie en donnant la vie. Le dernier vendredi de ce mois, le dernier dimanche de ce mois sera la fête des mères. On aura l'occasion évidemment de continuer à porter ce combat-là sur ce plateau, mesdames, messieurs. Démarrons le programme de ce matin avec la première articulation. Nous sommes au cœur du 10-12, le Zénith. Le programme est à l'antenne du lundi au vendredi de 10h à 12h sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte, ça vous le savez. Alors, bonjour à vous, Karine Sontier, bienvenue, l'histoire du jour. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au panel. Ce matin, on s'intéresse à l'histoire de Nathalie qui s'est confiée à nous. Elle nous dit qu'elle est mariée à Franck depuis 3 ans et elle remarque que son mari, il est trop casanier, il est encombrant et à la limite, il n'est même pas sociable. Alors, ce qui lui fait dire ce genre de choses, c'est que chaque fois que son mari sort le matin, c'est-à-dire il prend son petit déjeuner, il va au travail, il rentre au plus à 18h. Il ne rentre jamais plus tard que ça. Au plus à 18h, il est à la maison, toujours devant la télévision. Le samedi, pareil, devant la télévision, il ne va pas au travail. Dimanche, pareil. Il n'a pas d'association, il n'a pas de groupe d'amis, il n'a rien d'autre en dehors de sa télévision. Et même aux voisins, il ne dit pas bonjour. Elle est dépassée. Quand elle dit même bonjour aux voisins, il a l'impression de vivre sur notre planète. Donc, il vit là comme s'il était ailleurs. Il vit comme s'il était en France où on n'est pas obligé d'avoir des amis ou autre chose. Mais elle dit que ça l'inquiète parce que c'est quand même le voisinage est généralement la première famille des uns et des autres. Et elle s'inquiète de savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer la situation de son mari? Est-ce qu'il a été frustré? Elle ne sait pas. Mais lorsqu'elle essaye d'en débattre avec lui, non, il n'est pas réceptif. Il dit que c'est comme ça, il ne veut pas changer, il aime rester dans sa bulle, il n'aime pas qu'on le dérange. Donc, quand il rentre du travail, il reste devant sa télé s'il a fini de manger. Après, il va se coucher. Le matin, il se lève très tôt. Pareil, c'est la même routine. Parfois, il le chasse même que sors. Non, tu n'as pas d'amis, sors, tu n'as pas les collègues, ainsi de suite. Mais il ne part pas. Donc, elle aimerait savoir ce qui explique cette situation. Et c'est son problème. Oui, c'est un problème. Ce pays, franchement, les gens ont des problèmes. Ok, d'accord. On va en parler avec vous, Karine Sotia, avec cette femme qui se plaint de Marie Casanier, asociale, nous dit-elle, qui ne fait pas de réunion, qui ne fait pas d'association, qui rentre chez lui et se terre devant son écran de télévision. C'est du moins on regarde Equinox Télévision, nous ça nous va, hein. Ça nous fait un téléspectateur fidèle chaque fois qu'il rentre à la maison, en tout cas. En réalité, il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai qu'il existe des gens avec le tempérament. Il a sans doute un tempérament, il se recroqueville sur lui. Ou peut-être qu'il a subi un événement par le passé qui a fait en sorte qu'il se renferme. Pourquoi pas, on peut imaginer un tel dispositif. Alors, je commence par vous ce matin, Florazé, pour nous dire, est-ce que ça pose un problème qu'un homme soit comme ça pour une femme? Oui et non. Parce que, vous savez, avoir un mari ou un homme à la maison, pour les femmes, on a l'impression qu'on contrôle mieux notre partenaire. Mais avoir un mari casanier, ça pose un problème psychologiquement. Les psychologues vous diront que c'est une situation inconfortable. C'est-à-dire, quand j'écoute Karine, c'est qu'il n'est pas... il se voit mal vivre en communauté, il n'arrive pas à dire bonjour. Ça, il y a un véritable problème. Où a-t-il vécu son enfance? Parce que là également, je peux poser le problème d'environnement. Dans quelle famille a-t-il évolué? Ça également, c'est important. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans sa coquille, comme Karine l'a dit, il est dans son monde à lui. Il oublie qu'il est en couple, il est en communauté, il est en société. Alors, s'il est dans une difficulté, il n'arrive pas à s'exprimer, à dialoguer, à parler,
Comment peut-on lui venir en aide? Voilà des questions fondamentales. Non, mais est-ce que ce n'est pas vous maintenant pour la femme? Du beurre. Non, Eric Fopoussi, vous savez, hein, on n'est pas en couple, non. Attendez. Les femmes le plus souvent disent qu'elles ont besoin d'un mari qui est présent, qui est là, qui ne sort pas à tout va, qui ne passe pas ses nuits dehors. Oui. Mais pour une fois qu'il y a un homme qui est là pour vous, toute seule à la maison, pourquoi ça pose problème? C'est différent. Avoir un homme présent. Il est présent dans votre vie, ça veut dire qu'il peut aller au restaurant avec vous, il peut aller danser avec vous, il peut aller avec des enfants au manège, il vit avec vous. Alors, quand vous avez un mari casanier, c'est autre chose. C'est-à-dire que psychologiquement, cet homme a dû vivre un traumatisme qu'on ne nous dit pas dans l'histoire. Est-ce que être casanier, c'est mauvais? Oui, à un moment donné, c'est mauvais. Vous êtes casanier au point où vous voyez le voisin comme... pas forcément. Non, vous voyez, tout ce qui vous entoure est mauvais pour vous. Tout ce qui vous entoure est mauvais. C'est-à-dire que vous êtes toujours méfiant. Non. Quelqu'un de casanier, il a du mal à s'exprimer. Je suis sûre que même, je ne sais pas comment ils font pour les câlins, etc. et tout. Oui, parce qu'on a affaire à un homme qui ne parle pas, qui préfère vivre dans sa bulle. Et quand on est en couple, Eric Fopoussi, ça pose un véritable problème. Oui, nous les femmes, nous voulons des hommes présents. Maintenant, comment amener une femme à vivre avec un homme casanier? C'est encore beaucoup de travail. C'est de dialoguer encore et encore, et à un moment donné, de lui instruire même. Parce que quand vous avez affaire à un homme casanier, quand il rentre du boulot, il est sur le canapé, il zappe, c'est la femme à ce moment-là qui prend les commandes de tout. Hein? C'est elle qui dirige, c'est elle qui dit, à un moment donné, ça nous agace aussi. On aimerait avoir, oui, des hommes présents, mais qui, à un moment donné, peuvent prendre le bâton de commandement. Cet homme a un peu, c'est-à-dire qu'il a tout abandonné. Peut-être parce qu'il a vécu un certain traumatisme, je ne sais pas, dans sa vie d'adolescent. Il n'a pas réussi à se guérir de certaines blessures. Être casanier, pour vous, c'est manquer d'autorité. En couple. Oui, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que vous mélangez un peu tout. Non. Vous pouvez être casanier, vous vivez seul. Hein. C'est vraiment, vous êtes célibataire, vous êtes casanier, vous êtes toujours chez vous. Même là, ça pose un véritable problème. Les voisins même vont commencer à s'interroger. C'est quoi ce voisin qui est toujours... Oui, non, quand on vit en communauté, vous vivez pour vos voisins? Non, ce que je veux dire, c'est que nous vivons en communauté, il faut aussi. Moi, si j'ai un voisin plus proche, c'est-à-dire qu'un voisin que je ne vois presque pas, je me posais les questions. Est-ce que c'est un brigand? Est-ce que oui? C'est quoi ce voisin que je ne vois jamais? Je ne vois jamais. À un moment donné, on se pose des questions. Maintenant, quand on est en couple et quand on est en communauté, ça pose un véritable problème. Vous pouvez être casanier, mais du moment où ça a une influence négative dans votre vie de couple, il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir un pasteur, il faut se faire aider. Et la femme a bien fait de sortir de son silence. Parce qu'elle a l'impression que c'est elle qui joue à la fois le rôle de l'homme et de la femme. C'est agaçant. Alors, je vous pose une question, Florazé. Ce sera ma dernière question et c'est une question dont la réponse défendra de vous. Uniquement de vous. Alors, que préférez-vous? Un homme casanier? Ou un homme présent. Ou un homme désordonné, pas présent, parce que là, c'est autre chose. Ou un homme qui passe son temps dehors, voilà. Que préférez-vous? Non, Eric Fopoussi. Non, mais je pose la question, répondez-moi. Vous ne pouvez pas. Non, je préfère un homme présent. Je préfère un homme présent qui ne fait pas semblant. Non, mais ça c'est... Non, je préfère un homme présent qui rentre du... Non, Eric Fopoussi. C'est pas ça, c'est ma question. Non, Eric Fopoussi, et qui a une vie. Non, je sais. Vous voulez me piéger dans votre question? Non, c'est pas le piège. Et qui a une vie. Je préfère que mon mari, que mon partenaire rentre du boulot, ait des amis, ait une vie active. Ça c'est l'idéal des cas pour vous. Non, c'est pas... Mais je dis ceci, hein, à malheur, moins malheur, voilà. Alors, vous préférez quel des malheurs? Vous préférez lequel des malheurs? Le malheur du casanier ou le malheur de celui qui passe son temps dehors, qui passe les nuits dehors? Quand vous me posez une question directement, moi, sur ce plateau, à chaque fois que je prends la parole, c'est-à-dire on veut s'identifier à ma vie personnelle. Mais quand vous me posez une question directe, je vais vous dire, je préfère un homme désordonné, c'est-à-dire un homme qui vient, qui est là, qui sort. Oui, parce que les casaniers, oui, je préfère. Les casaniers sont les sournois, oui. Ils ne parlent pas. Moi, je ne peux pas être avec un homme, un partenaire qui ne dialogue pas, qui ne parle pas. Avec un homme qui est là, qui est couché, qui zappe et tout, qui ne dit jamais rien, qui ne prend jamais. Non, nous avons un moment besoin, il faut aussi besoin de domination. La femme aime ça.
Elle aime également quand elle sent qu'elle sent un peu de virilité en son homme. Et pratiquement dans tous les domaines à la maison. Alors, vous avez un homme pratique qui ne fait rien, qui n'a aucune vie en communauté. Oui. C'est pas un homme ça. Ok, qui vous est fidèle et tout ça. Non. Vous savez, nous ne revendiquons pas. Nous ne revendiquons pas la fidélité, non. Sur ce plateau, j'ai toujours dit non. Sur ce plateau, j'ai toujours dit que nous, femmes, nous vivons et nous acceptons l'infidélité des hommes. Ce que nous voulons, c'est le dialogue et la vérité. C'est tout. Bon, ne vous érigez pas en porte-parole de toutes les femmes parce que j'imagine qu'il y a des femmes qui sont d'accord avec ça. Non, la plupart elles sont d'accord. Les hommes casaniers sont des purs hypocrites. D'accord, très bien. Alors, Chalamel, moi je passe la parole parce que, évidemment, on a écouté beaucoup Florazé aujourd'hui. Elle ne dira pas qu'on ne l'a pas écouté aujourd'hui. Hein. Écoutez, on a mis 15 minutes sur vous, Florazé, au moins pour ça. 15 minutes de votre évangile. Oui, reconnaissez-le aujourd'hui parce que souvent, vous faites le reproche de laisser la parole à Chalamel. Alors, Chalamel, qu'est-ce que vous dites ce matin de l'histoire de... Monsieur Eric Fopoussi, Oui. je vous assure que je ne parviens pas. Je croyais qu'aujourd'hui, le langage de Florazé devait être un langage mielleux. Mais je me rends compte que finalement, on ne comprendra pas la femme. Non. Il n'y a rien qui puisse plaire à la femme. Non. Il n'y a rien. Permettez-moi, Florazé. Il n'y a rien qui puisse plaire à la femme. Il y a la dame qui se plaint. On t'a chassé. Rentrez tard. Elle ne voulait pas te laisser. Restez à la maison. Vous vous êtes gâtés. Pourquoi tu es à la maison comme ça? Donc, monsieur Fopoussi, on ne sait pas ce que les femmes veulent. Lorsque vous parcourez un livre que j'aime beaucoup lire, l'Isapo Yakama, monsieur Eric Fopoussi, on vous explique à l'intérieur, d'après les Bantous, la femme a 3 rôles fondamentaux. Mère, frère, sœur et amante ou maîtresse. Je dis bien mère, sœur et maîtresse. Alors voilà une femme qui ne sait pas comment distraire son mari. Elle ne sait pas comment distraire son mari. Elle a un objet qu'elle ne sait pas utiliser. Mais c'est comme si vous donnez la cuillère à une femme, elle ne sait pas utiliser la cuillère. Non. Elle ne sait pas conduire Ferrari ou garer un véhicule. Pourtant, elle a le permis, monsieur le Fopoussi. Voilà ça. Femme, occupez-vous de vos maris. Elle ne connaît même pas son mari. Alors, une question. Qu'est-ce que cette femme tient absolument à faire en l'absence de son mari? C'est là où est la question, monsieur le Fopoussi. Tous les jours, sort. Il y a quoi qu'elle veut faire déjà? Quand je suis dehors. L'histoire du jeu est déroutée. Non. Mais attendez. Elle dit sort. C'est elle qui dit à son mari sort. En disant que sort, c'est elle qui lui donne l'argent que va boire. Va te distraire. Le gars peut être qui n'a pas d'argent. Ça peut être que les conditions de vie ne lui permettent pas. Est-ce que ce monsieur va sortir s'asseoir avec des amis pour faire ce qu'on appelle le langa? Pour lécher des bières, comme on dit, monsieur, il faut pousser. L'homme estime peut-être qu'il n'a pas d'argent. Il reste à la maison. Non, il faut aller causer avec les voisins. Qu'est-ce qu'elle veut faire à la maison? Première question. Première question, monsieur, il faut pousser. Et c'est là où l'homme doit chercher. Elle veut qu'il traîne dehors, après le boulot, qu'il rentre à 21h, 22h, entre 18h et 22h. Que veut-elle faire? Alors son mari peut rentrer. Elle peut laver son mari pendant qu'il est à la douche. Chérie, je te rejoins. Elle le lave, il cause, elle lui frotte le dos. Mais chérie, il faut possible. Lorsqu'il sort, il s'étale, elle met l'oreiller, ça va l'occuper. En mettant l'oreiller, comment tu as passé ta journée? Elle masse ses orteils pendant qu'il... C'est ça la maîtresse. En conclusion, on est en face là d'un mari qui nous masse les orteils. Qui s'ennuie. Quand il rentre chez lui. Qui s'ennuie. Et il n'a pour seul recours que la télé. Que la télé. Oui. Non. Cette femme même ne discute pas. Elle ne cause pas. Tu restes faire quoi là? Tes égaux sont dehors en train de causer au bassin. Voilà un homme frustré. Il est fini. Voilà un homme qui... J'ai dit, il est réduit à sa plus simple valeur. Il est hypocrite. Vous parlez, où est l'hypocrisie à ce niveau? Non, il est hypocrite. Vous avez dit ici que vous aimez un voyou. Vous aimez quand les hommes sont voyous. Pour vous, vous préférez les voyous. Vous voyez Chalamel. Non, c'est ce que vous avez dit. Non, vous écoutez Chalamel. Vous êtes quel type d'homme? Attendez. Eric Fopoussi, un homme doit avoir une vie active. Un homme, c'est quoi un homme présent pour vous? Eric Fopoussi, vous êtes un homme présent pour votre femme, pour votre partenaire. C'est quoi être présent pour sa femme, pour sa partenaire? C'est pas de rester à longueur de journée couché les à zapper. Non. Donc il ne faut rien à la maison, il ne fait rien, il n'a aucune activité, il est couché, il ne fait rien absolument. Et vous voulez que la femme reste de mal face à ce type de situation?
Il va au travail, La femme a affaire à un partenaire. Il se repose. La femme dans l'histoire, elle veut que son mari ait une vie comme tous les autres. Je pose la question. Oui. Il rentre du travail à 18h. Ok. Oui. Vous, c'est pas assez tard pour ressortir là à 18h? Non, là n'est pas le problème. L'histoire est très claire. Oui. Karine nous dit, ça c'est un détail. Elle dit qu'elle a affaire à un mari qui ne veut rien faire. C'est-à-dire qu'en dehors du boulot et de la maison, il ne veut... Mais en couple, c'est pas ça. Vous apprenez à connaître votre partenaire à quel moment. C'est vous qui détournez le débat. Vous ne sortez jamais avec votre partenaire. Et puis après, Chalamel viendra dire aussi que madame veut faire... Qu'est-ce qu'elle veut faire à la maison entre 18h et 19h? Elle va être avec son mari. Elle va aller prendre une glace avec son mari. Elle va aller rendre visite à sa belle-maman avec son mari. Elle veut. Mais monsieur, c'est l'histoire du jour, je n'invente rien. Non, elle se plaint aussi qu'il ne faut pas de réunion. Monsieur, par exemple, je dis, ça c'est un exemple, oui. Monsieur, elle dit que son mari n'est pas présent. Si vous vous rendez compte même, vous allez plus loin. Cet homme et cette femme n'ont pas de rapport sexuel. Cet homme est justement. Parce que cette femme brime son mari. Je peux vous le dire, elle le brime sérieusement. Parce que vous ne pouvez pas avoir un homme à la maison. Lorsque votre mari rentre, il faut qu'il rentre avec, il vous trouve avec, je sais pas moi, les femmes appellent ça les matelots. Il vous trouve avec un matelot, avec une tenue. Ça s'appelle la lingerie fine. Oui, voilà, merci. Lingerie fine, monsieur Eric Fopoussi. Elle taquine son mari, son époux. Lorsqu'il rentre, il trouve sa femme habillée. Pourquoi avec les hommes on a vu des femmes qui calculent quand le mari rentre. C'est en ce moment qu'elle est à la cuisine. L'homme arrive, il s'arrête à la cuisine. Il n'y a rien, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de préparer? Oui, l'homme s'arrête 2 minutes à la cuisine pour voir ce que sa femme fait. C'est la femme qui devra être une mère, une soeur et une maîtresse. En ce moment, elle a besoin d'être une maîtresse. C'est ça qui lui manque. Une maîtresse, histoire de dire aujourd'hui mon chéri, tu es à la maison, c'est moi qui t'offre à boire. Tu bois quoi ce soir? Histoire de pimenter la vie de merci. Mais cette femme a épuisé toutes les voies de recours. Karine va prendre la parole elle aussi. Je pense que c'est ce matin, Karine, allez-y. Je pense que c'est juste 3 ans de mariage et ils sont jeunes, c'est un jeune couple. Je me dis aussi qu'ils ont installé une routine qui est en train de tuer leur relation. Donc, il est temps quand même pour les deux de se remettre, de changer un peu de vision parce que si la femme parvient à dire que son mari ne sort pas, ça veut dire qu'elle-même n'a jamais trouvé de proposition pour que ça change. Généralement, dans ce genre de relation, il faut une femme qui est avenante. Quand vous avez un mari qui n'est pas aussi entreprenant, qui n'est pas aussi actif que ça, qui a une distraction autre que vous, il faut être avenante. Il faut que la femme soit à même de venir éteindre la télé, dire que moi je veux parler avec toi. Non, faisons aussi. Non, avec le Chalamel, place devant la télé. Quand tu passes devant la télé, lui disent non, moi je veux qu'on discute aujourd'hui. Ainsi de suite. Je pense qu'il faut qu'elle instaure une session de dialogue. Parfois, il rentre comme ça. Dès qu'il entre à la maison, il dit non, on sort, je veux qu'on aille au restaurant. Je n'ai pas fait la cuisine parce que je voulais t'emmener au restaurant. Pour que, en fait, l'homme, j'ai l'impression que l'homme, en dehors même d'être frustré quand il était jeune et tout, il a un problème de romance dans leur couple. Et pourtant, ils sont encore jeunes. Je trouve que c'est ça. C'est un peu trop cocasse. Ils vivent comme un ancien couple des années 80 qui, l'homme a déjà tous les enfants. Non, l'homme a déjà tous ses enfants. La femme a déjà fait son vécu. Il faut qu'elle avance. Non, je pense que c'est comme ça qu'ils vivent et il faut que ça change. Et généralement, lorsque vous avez un homme qui n'arrive pas à entreprendre, il faut que la femme soit avenante. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'elle va prendre le bâton de commandement dans son couple, mais ça veut dire qu'elle va essayer de changer les attitudes de son mari. C'est comme ça qu'ils vont voir ça. Moi, je pose une question, simplement. Bon, Bengan, est-ce que c'est un problème d'être casanier? Non. Non. Parce qu'on évite des problèmes, on évite beaucoup de choses aussi. Le problème, d'abord, il y a un mot que Karine a utilisé, que cette femme a dit, elle a dit, mon mari est encombrant, parce qu'il est casanier. Voilà. Il y a les étapes dans la vie de couple. J'en avais énuméré ici dernièrement. Lorsque vous commencez à vivre en couple, il y a d'abord la période d'observation. Ensuite viendra la période de soupçon. Généralement, c'est la période de soupçon qui est, si vous ne gérez pas bien, est émaillée de beaucoup de divorces. Maintenant, vous êtes en période d'observation. 2 choses à mettre là en valeur maintenant. La première chose, c'est que on ne sait pas comment ils se sont mariés. Est-ce que les familles se sont échangées les informations au sujet de leurs enfants qu'on allait mettre en commun? Il semble que non. La deuxième chose, donc, c'est
ils se sont sûrement rencontrés tous les deux. Parce que l'homme, s'il faut se marier, il a aimé la fille, ils se sont mariés, ils ne se connaissent pas. D'accord. Ils ne se connaissent pas. Donc la période d'observation ici ne devrait pas émailler de beaucoup, j'allais dire, de problèmes d'humeur. Ça, c'est un problème d'humeur qu'il faut bien gérer. Mais c'est la femme le problème. C'est la femme le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle ne devrait même pas, j'allais dire, quand elle observe son mari, elle devrait plutôt s'attacher à sa belle-mère. C'est le moment où toutes les femmes, quand vous ne trouvez pas, ne pensez pas que votre mémoire seule peut vous permettre de gérer. Moi, si un homme reste à la maison, je vais. Si un homme sort trop, je vais faire ci. Non, vous ne connaissez pas. C'est sa maman ou ceux qui l'ont élevé qui vont vous dire, cet homme, il est comme ça depuis le bas âge. Lui, il n'aimait pas, même avec les garçons. Lui, ses compagnies, c'était que, même au champ, quand on y allait, même à l'école, on arrachait même ses beignets, il ne disait rien. Voilà. Donc, en fait, c'est cette période Je crois que c'est plutôt... Mais c'est ça, parce que c'est des détails qu'il faut intégrer dans la vie. C'est un gars, donc, quand on lui arrachait le big, il allait surtout se plaindre auprès de son grand frère. C'est même son petit frère qui venait à sa rescousse, alors que c'est lui l'aîné. Donc, il y a des... En gros, on est en train de dire que c'est une couille molle. Enfin, bon. Non, j'ai dit oui, c'est ça le problème. Mais je dis comme ça, c'est... Oui, c'est possible, mais j'ai dit, il y a ça aussi l'arrange des rien. hommes. Moi, j'ai un ami, il est fils aîné comme moi. Oui. Lui, il a été terrorisé par son papa. Parce qu'à notre époque, on disait, l'aîné doit absolument réussir. Et lui, il n'était pas bon en mathématiques, moi non plus. Mais lui, la malchance, c'est que son papa tapait. Voilà. Son papa tapait sur lui au point où il est devenu taciturne. Aujourd'hui, on a l'âge qu'on a, c'est 60 ans, on court vers 60 ans, mais il est là, il n'arrive pas. Pour qu'il gronde quelqu'un, c'est un problème. C'est-à-dire, il est devenu calme, taciturne et tout. Donc, il faudrait, et c'est moi qui ai dit à son épouse à un moment donné que non, voilà comment ton mari a été élevé. Et aujourd'hui, justement, là, quand la femme a compris ça, elle a compris que donc, en fait, son mari n'a pas de problème particulier avec elle. C'est l'attitude que lui a forgé. Donc, c'est un gars qui porte sa famille au point où l'aîné des filles vient même à la maison et dit, donc, André, j'ai besoin de... Il ne réfléchit pas. Même son agent de transport donne à sa sœur cadette en disant, lui, il va se débrouiller. Parce que son papa lui a appris à porter la famille. D'accord. Et à supporter tout ça. D'accord. Donc, si la femme n'avait pas été compréhensive, elle aurait réagi comme les autres femmes. Non, le mariage c'est à deux. Vos sœurs viennent faire ici. Elle aussi, qu'elle a un mariage. Moi, je ne veux pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui intègrent ce genre de trucs. La période d'observation doit être... Ok, alors, je vous donne l'ordre de passage des prises de parole. Oui. D'abord Charles Hamel et ensuite Florazé. Allez-y, Charles Hamel. Oui. Cette femme, en aucun moment, Florazé nous perd. Cette femme, en aucun moment, n'a dit que son mari ne sort pas avec elle. Elle a dit son mari ne sort pas. Son mari est tout le temps à la maison. Et il devient encombrant. Suivez bien, c'est un meuble encombrant. Je crois qu'elle veut adhérer à l'association des veuves joyeuses, monsieur le professeur. Parce que quand elle dit qu'un homme, quand une femme ouvre sa bouche en disant il est déjà encombrant, monsieur, il faut pousser, elle ne vous souhaite deux autres choses que d'être la mort. Ah oui. Ça veut dire qu'elle ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas. Monsieur, il faut pousser. Je suis désolé. Allez interroger la façon avec laquelle ils se sont mariés. Elle ne vous aime pas. Oui, il n'y a pas d'amour. Quand elle dit qu'il est encombrant, sors de la maison, va aussi t'asseoir comme les autres. Il y a des éducations, il faut préciser des personnes qui ne vont jamais s'asseoir au bar. Il y a des gens qui, à un moment donné, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de charges, ils pouvaient se prêter à un type de jeu, mais les charges, lorsque les charges commencent à vous asphyxier, vous supprimez des parties de loisirs, vous supprimez, au quitte à ce que vous restez, ils ont des enfants. Si l'homme rentre, il parvient à jouer avec les enfants, regarder la télé, se coucher, dormir. Où est le problème? Pendant qu'il est sur le lit en train de dormir, sortez, allez vous détendre. Et puis, il faut interroger aussi le type de travail qu'il fait. Voilà. Parce qu'il peut parfois rentrer étant totalement... Si c'est conduit, par exemple, si c'est un technicien... Totalement fatigué. Totalement fatigué ou c'est un chargeur, monsieur Lifo. Oui. C'est normal qu'il n'ait plus les rênes pour pouvoir sortir. Oui. Voilà. Ça l'appelle. Toute allusion bizarre à ce que vous avez dit. Ne plus coïncidence. Vous savez, c'est les reins qui portent les... Oui, je refuse pas, mais sauf quand vous dites les reins pour sortir.
On imagine qu'il aurait pu bien faire autre chose, mais il n'en a plus la capacité. Allez-y, Flora, c'est Vous savez, quand justement Bombok était en train d'étayer son argumentaire, je me suis rappelé des critères sur lesquels on évalue le plus souvent nos partenaires. C'est-à-dire que le plus souvent, on oublie ces différents critères. C'est-à-dire que quand on est dans la période d'approbation, on apprend à connaître son partenaire. Si on constate, comme on l'a dit, qu'il y a en affaire à un partenaire qui, durant son enfance, a été victime d'une certaine violence au point où il n'arrive pas à être présent en couple, c'est-à-dire la vie du couple sera monotone, etc. et tout, on choisit soit d'aller vivre avec ce personnage comme il est. Parce que la difficulté dans nos relations, il faut poser, c'est qu'on va en relation pour changer l'autre. À ce moment, on ne vit plus sa vie. On est là seulement pour changer l'autre partenaire. Donc, moi, je vous ai dit, par exemple, je préfère avoir un homme présent, vivant et tout, qui rend du boulot, qui est actif et qui est lui-même. Maintenant, une autre femme vous dira qu'elle préfère ce type d'homme, par exemple, et elle accepte. Elle n'y va pas en relation pour changer ce partenaire, mais elle va vivre avec lui. Il ne parle pas, il ne dialogue jamais. On est là, on vit notre quotidien ainsi. Par contre, d'autres n'accepteraient pas ça. C'est pourquoi la période d'approbation est très importante. Quand on est en train de s'étudier, l'enquête moralité est très importante. Est-ce que moi, je voudrais vivre avec un chat à la même battue qui est Je choisis, je fais mon choix personnellement. Oui, je fais mon choix et je l'assume. J'assume qu'ils disent qu'il n'entrera jamais en cuisine, que je ne vais jamais parler au salon, que j'assume ça au départ. Merci. Alors, si je m'engage avec un Chalamel qui est trop autoritaire et trop extrémiste, pourtant moi pas, ça sera la guerre dans le couple. Ça sera la guerre dans le couple. Et on ne vivra pas, et il faut possible. On n'aura pas une vie tranquille. Ouais. On sera là justement dans des conflits interminables. Vous allez voir des couples, 30 ans de mariage, mais à l'intérieur, c'est une coquille vide. D'accord. Parce que la base n'a pas été bien solide, c'est tout. Ok, d'accord. Merci pour le procès que vous faites ce matin. Non, il n'a pas eu une... J'attends que le juge... Non, mais écoutez, il n'a rien. Oui, merci pour ce procès, même si... c'est pas loin de la vérité quand même. Non mais écoutez, on aimerait bien que ce soit besoin de vos approbations ou pas. Ok, merci. On va lire. Ok, je suis très aimant, rassurez-vous. Non, mais je c'est suis pas ce qui a été dit. Rassuré. Non, mais c'est pas ce qui a été dit, Non, elle m'a présenté. Vous pouvez être autoritaire. Elle m'a présenté comme un barracuda. Non, vous pouvez être autoritaire, extrémiste, mais très aimant. Et parfois, des femmes peuvent trouver leur bonheur en ayant toutes ces qualités-là chez vous. Je ne ferai même jamais Ils ont le temps d'aimer. D'ailleurs, bien sûr. Bien sûr. Ils sont souvent les personnes qui aiment le plus, je peux vous rassurer. Si vous êtes comme ça. Voilà. Merci. On va s'arrêter là pour ce matin, mais je vois transparaître dans l'histoire de ce matin une réelle volonté des deux côtés. On voit bien que la femme a besoin d'un homme à l'image de ce qu'elle s'était projetée elle-même comme mari idéal. Et on a un homme qui a son comportement à lui, qui est, comme l'a dit Bengan, taciturne, qui a sans doute des raisons solides pour mener la vie qu'il mène. C'est ça la vie. Il faut parfois évidemment faire en sorte que les différences puissent se mettre ensemble. Je pense que hier on avait un thème là, non? On disait unité dans la diversité. Vous savez, on peut être différent et être ensemble. Le tout est de trouver le juste milieu pour cohabiter et vivre ensemble. Alors, Flora, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin. Voilà. Blaise à Kribi réagit. Il dit je comprends parfaitement le monsieur. Il a dû être victime de beaucoup d'injustices dans sa vie. Maintenant, il demande un peu trop, il vit un peu trop de méfiance. Mais pourquoi les gens pensent que être casanier, c'est qu'on a vécu un traumatisme dans sa vie? Je veux dire qu'il y a des gens comme ça, qui pourraient vivre comme ça. J'en suis le parfait exemple. Je le dis encore parce que Florazé, elle n'allait pas contredire ça. Ça, c'est une vérité à vérifier. Non, mais c'est comme ça. Moi, non. Si vous n'avez pas des engagements professionnels en dehors de la maison, je reste à la maison. Voilà, absolument. Moi, je n'ai jamais connu de boîte de nuit. Je ne sais même pas comment ça fait. Non, mais il faut pas ça veut pas dire aller en boîte. Parce que Chalamel nous a ramené au bar. Non, c'est pas le bois, ils savent même. Moi, je suis
casanier. Non, mais oui, le mois, il y a Issa Florazé. Parce que vous n'avez pas on a semblé faire ce d'association. soir On n'a pas le procès d'intention ou le procès des relations de bon voisinage. Je rappelle que les voisins et vous êtes venus dire bonjour, bonsoir. Oui. Mais faut-il aller au-delà? Il ne dit pas. Oui, justement, dans l'histoire, il ne dit même pas bonjour. Monsieur- C'est un Non, mais problème. C'est qu'il est mal élevé, il n'est pas casanier. Non, Non, non. oui, c'est qu'il est mal. Non, parce qu'il faut faire la différence. Sauf c'est qu'il est mal élevé et il n'est pas casanier. Au-delà de cette casquette, il Oui. est casanier. Bon, maintenant, il vit dans la méfiance. Non, être casanier Au point veut où dire ça- rester à la maison. Non, oui, il est à la maison, mais il a quand même une vie, il va quand même au boulot. C'est qu'il ne reste pas à la maison 24 Voilà, sur je veux dire, 24. oui, qu'il est à la maison. Mais quand il sort pour Qu'il aller aime au être à la boulot, maison. s'il rencontre un voisin, une petite fille en difficulté, Monsieur Eric il ne fait Fofoussi, rien. Non, il dit bonjour. C'est la femme Oui. qui oxygénise sa maison. Elle qui C'est demande la de dire femme bonjour. qui Absolument. oxygénise sa Absolument, maison. absolument. C'est la femme qui met les plus belles senteurs dans son domicile. Une maison aux odeurs fades n'attire pas. Combien de femmes ont supplie leur mari à danser dans la maison? Il y a des hommes qui aiment bien danser à la maison. Ils se lèvent le samedi matin, après une grasse matinée, bien arrosée, il met la musique, il danse, il est content. C'est la femme qui impulse des petites chansons, monsieur Lifopoussi, pour faire vibrer le cœur de son mari. Je suis désolé que les occidentalisés ne l'ont pas, ne le vivent Mais pas. c'est pas possible, Nous sommes vous. à le taux de demande de divorce, monsieur Lifopoussi. Le taux de divorce. Rares sont les couples aujourd'hui. Un homme qui peut mettre la musique, comme le faisait mon papa. Le samedi, il mettait la musique, il invitait ma mère à danser devant nous. Il dansait le rock and roll, il dansait les jacks, monsieur Lifopoussi, Ouais, le jack, ouais. à l'époque des jacks. Donc je dis aujourd'hui ça a fui. Parfois c'est la femme qui se met sur son 31 en disant aujourd'hui je veux que tu me regardes aujourd'hui, comment tu me trouves, je suis belle, les pantalons, mais c'est ça la femme. Si la femme n'est pas capable d'impulser, à des moments il faut créer la jalousie. Florazé, vous riez, mais vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, excusez-moi. Il faut créer la jalousie. Il faut créer la jalousie. Tout à l'heure, m'a fait un procès. Aussi que ça passe. Manière malicieuse. Oui, de manière malicieuse. Non. Il faut créer la jalousie. Ouais. Les femmes sont championnes pour ça. À des moments, il faut voir si son mari l'aime. Elle prend le téléphone, même si c'est avec sa mère quelque chose, elle donne l'impression parce qu'elle veut piquer. Elle veut sentir qu'elle existe, monsieur Lifopoussi. L'homme parfois fait la fine, il fait de ne pas voir, pour ignorer, créer le débat avec la femme. Donc c'est la femme qui crée le jeu. Tant que la femme n'a pas créé le jeu, ça ne peut rien donner dans un foyer. D'accord, on va lire les messages Florazé malheureusement, on n'a pas le temps. On va continuer à lire quelques messages, je vous en prie. Marvin Vanel Fokou à Bonanjo réagit ce matin. Voilà un homme, un exemple que les femmes, d'hommes que les femmes recherchent ici. Je vous assure, si cet homme rentrait après 18h, il allait devenir le diable dans la maison. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ils sont juste à 3 ans de mariage. Elle se plaint La déjà. question que je me pose est celle de savoir comment ce mariage a-t-il eu lieu. C'est Jonathan qui a réagi ce matin. D'accord. Une autre réaction. La dame a un véhicule. Ah, d'accord, par rapport à ce que Chalamel a dit, donc qu'elle ne maîtrise pas. Autre réaction. Brice Yomba à Yaoundé réagit. Il dit elle connaît très bien son mari, qu'elle adapte une attitude qu'elle n'a pas vécue avec son mari par le passé, qu'elle établisse immédiatement une autre façon de vivre à la maison. Une autre réaction de Yeyap à Bafoussam. Le problème, c'est le manque de préparation. L'homme n'est pas préparé, n'a pas été préparé à vivre avec cette femme avant d'entrer dans la vie de couple. Et ceci interpelle donc la société, les parents que nous sommes, car nous avons abandonné nos enfants. Je pense qu'il devrait avoir au moins un ami intime qui doit rendre visite au partenaire, ou même le week-end, et c'est réciproque. C'est Achille Chewa Bafoussam qui réagit. Le problème de ce couple est très complexe et délicat. La femme est celle-là qui fait vivre son foyer, celle-là qui dirige la famille. Le véritable problème de ce couple, c'est peut-être la femme. D'accord. Merci pour ces messages, madame. Messieurs, on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, mardi 21 mai 2019, lendemain de fête de l'unité nationale. Voici la colère post-unité nationale de Charles Hamel. À tout de suite.
Je m'interroge ce jour sur la question de l'émergence 2035 dans ce pays. On nous a vanté l'émergence comme étant le point focal vers lequel tous les Camerounais devaient désormais aspirer. Oui, le Cameroun devrait être émergent, même si on parle d'un dialogue inclusif. Nous sommes à moins 16 années, si je ne me trompe, pour atteindre l'émergence. Mais dites-moi, s'il vous plaît, serons-nous vraiment émergents à l'horizon 2035, au vu de ce que traverse le Cameroun? D'ailleurs, qui a inventé ce concept de pays émergent à l'horizon 2035? Peut-on être émergent avec un système énergétique aussi nul? Peut-on être émergent avec cette abondance de sang qui ne cesse de couler de part et d'autre du Cameroun? Avons-nous eu le temps de penser le type de société et d'hommes que nous voulons pour 2035? Je ne le pense pas. Avons-nous identifié les valeurs à promouvoir et à exalter d'ici l'horizon 2035? Point d'interrogation. Avons-nous pensé au type de système éducatif que nous voulons pour 2035? Un style, un système puisé dans nos valeurs endogènes. Doit-on se vanter qu'on aura atteint le niveau voulu dans pratiquement 16 années avec la modernisation de notre agriculture, la transformation de sa production, l'exploitation et la transformation avantageuse des ressources minières, l'amélioration du climat des affaires, la mobilisation des financements nécessaires, le développement des infrastructures de communication et télécommunications? Je m'interroge. Qu'est-ce qui explique qu'un pays doté de tant d'atouts croupisse dans une crise interminable, un chômage inépuisable, inestimable et une misère incommensurable? Quelles sont les perspectives de développement envisageables et planifiées, mis en place par les experts de l'émergence 2035? Malgré les avantages que lui accorde sa position géographique en termes d'ouverture sur le monde, de diversité climatique, de richesse végétale et faunique, malgré ses ressources minières et son potentiel hydraulique, malgré sa richesse culturelle due à la diversité de sa population, le Cameroun peine à se construire et à répondre aux besoins des populations en matière d'éducation, de santé, de logement, d'emploi. Et on parle d'émergence. De quelle émergence parle-t-on? Du constat général, le développement économique du Cameroun est à la traîne. Mieux, le projet d'émergence du Cameroun cherche encore le fondement de son opérationnalisation. Pourtant, on a appliqué une pléthore de modèles et idéologies de développement. Aujourd'hui, on a à se demander si la véritable question ne serait pas celle de savoir si la situation que vit le Cameroun ne serait pas un problème d'inadéquation et d'inadaptation de ces différents modèles et idéologies occidentales dans le contexte camerounais. On va en France, on copie, on vient, on expérimente. On va au Canada, on observe, on copie, on vient, on expérimente. On va au Royaume-Uni, on observe, on copie, on vient, on expérimente. Voilà ce qu'on fait au Cameroun. Aucun projet pour le Cameroun pensé par les Camerounais. On ne peut pas être émergent dans la mesure où l'énergie n'est toujours pas disponible en quantité suffisante et permanente. Meilleure illustration, la résurgence des coupures intempestives et régulières dans les grandes métropoles, y compris à Douala, poumon économique de la sous-région entière. Dernière illustration, la célébration de l'État unitaire, de l'unité nationale, que dis-je, du vivre ensemble au Cameroun, célébré hier sur toute l'étendue du territoire national. Avec ces images et ces clichés, peut-on être véritablement émergent en 2035? La première colère post-unité nationale de M. Mbachou Charles Hamel ce matin, madame, monsieur, sur la question de l'émergence. On se pose cette question d'autant plus qu'elle nous est répétée en longueur de journée par les médias publics. On le voit très bien, on parle d'émergence à l'horizon 2035.
Un horizon qui, on le voit très bien, est lointain, mais déjà demain, lorsqu'on regarde le niveau de développement du Cameroun à l'heure actuelle, on voit bien que sur le plan des infrastructures routières, il y a beaucoup de choses à faire. Et sur le plan de l'industrialisation du Cameroun, il y a encore la question de l'énergie qu'il faut régler, puisqu'on ne peut pas créer l'industrie sans faire dans l'énergie, la fourniture énergétique. Donc il y a tous ces freins qui, on le voit bien, amènent à se dire, est-ce que réellement on pourrait être émergent en 2035, puisque ça devient une fable, une légende urbaine, quelque chose d'inatteignable, mais qu'on continue à nous rabâcher en espérant que cela s'imprime dans nos neurones, dans nos cerveaux en définitive. Bon, Bengan, d'abord, c'est quoi l'émergence pour qu'on se comprenne très bien? Justement, c'est là le problème. On ne sait pas ce que veut dire émergent. La première fois qu'on a entendu parler ces mots, je pense, c'était en 95-96. Après 97, on a dit, on parlait des dragons d'Asie ont eu une crise. On vous disait, les dragons d'Asie sont des pays émergents. Avant, on parlait des pays à revenus intermédiaires. Oui. Donc, il y a des termes comme ça que la Banque mondiale et le FMI injectent sans y donner un contenu réel. Et c'est ça le véritable problème. Mobutu qui, à son époque, en son temps, refusait le terme sous-développement. Il pouvait qu'on dise pays sous-équipés. Voilà. En réalité. Donc voilà. Ça revient là. Oui. Parce que chaque fois, c'est les mêmes gens qui s'étaient réunis en 86 vous ont dit santé pour tous en l'an 2000. Ils pensaient peut-être que l'an 2000 allait être comme la venue de Jésus. On dit il vient bientôt et il n'est pas là. Bon. C'est ça le problème. Mais ici, il faut dire de mon point de vue, en plus de cette question, deux choses qui me semblent. Alors, moi, j'ai retenu deux éléments d'analyse. Le premier élément, vous avez entendu le président de l'ELECAM et le président de la CONAC, le révérend Massi Gams, c'est d'ailleurs lui. Il dit, il a demandé au chef de l'État, au président de la République, de changer les textes qui orientent la CONAC pour qu'on lui permette d'ester en justice. On lui a dit non, on ne le fera pas. Il a dit, à ce moment-là, il a demandé à de la CONAC de prier Dieu. Donc, on prie Dieu pour résorber la corruption au Cameroun. La même chose, le président du conseil de l'ECAM a fait la même chose. Ça veut dire qu'en fait, attendons, peut-être que l'Assemblée générale des saints et des anges va se réunir au ciel et va donner des orientations. Ou alors Mahomet, Jésus et Bouddha vont se rencontrer là-bas, ils vont nous dire des choses parce que ça nous a dépassé. Deuxième élément de langage, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était lundi, le 18 mars 2019 à Douala. Le président du JICAM, M. Célestin Tambamba, a dit ceci, je cite, « Le taux d'investissement est projeté dans le DSCE à 23% en 2020, plus 30% en 2025. Or, il stagne depuis 2015 autour de 22%. Le Cameroun a donc du mal à attirer davantage d'investisseurs privés. Pour restaurer le sentier de la vision 2035, il va falloir gagner 7 points de produit intérieur brut à l'horizon 2025, soit en moyenne 600 milliards de francs CFA d'investissement supplémentaires chaque année par rapport à l'année précédente. Il s'agit de passer de 4 800 milliards de francs CFA actuels à une moyenne de 7 000 milliards sur les 7 prochaines années. Fin de citation. Ça veut dire que le président du patronat camerounais, le président, il dit ça ne va pas, on ne va pas atteindre l'émergence si cet argent n'arrive pas. Et je termine donc en disant, en 2016, le chef de l'État lui-même organisé un forum Investir au Cameroun. Oui. Malheureusement, déjà jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun investisseur qui est arrivé. Écoutez, donc, il y a ce qu'on appelle au niveau international, sur les marchés publics, sur les marchés financiers internationaux, quelque chose de très important à voir, ce sont le climat des affaires. L'état du climat des affaires, le Cameroun, pour l'instant, truste les dernières places en termes d'investissement étranger, parce que ce climat des affaires est fortement mis à mal par d'abord le risque politique énorme
que connaît le Cameroun. Vous savez qu'un pays où chaque fois qu'il y a élection, on vous dit que le code électoral n'est pas consensuel, on vous dit que le deuxième est en prison et tout ça là, vous voyez, les investisseurs ont du mal à venir investir. Un pays où on vous dit qu'il y a eu un scandale de la CAN et les gens ont été promus ministres d'État après cela, vous pensez que les gens sont à l'étranger, ils regardent tout ça. Le monde est devenu, vous savez, nous sommes devenus un village planétaire. Avec ce qui se passe au Cameroun, à la seconde près, on le sait aux États-Unis, on le sait en France, en Corée du Sud. Donc, ce qu'on fait ici, qu'on ne pense pas que nous sommes dans un pays qui est clos et que personne ne nous regarde. Donc, il y a tous ces éléments-là qui permettent aujourd'hui de dire que nous aurons du mal à atteindre ces niveaux de création de richesse, puisqu'en fait, il s'agit de créer la richesse pour continuer à grandir, grow up pour continuer à grandir. Ce n'est pas en vendant les matières premières que nous évoluons rapidement, il faut qu'on soit d'accord. C'est en transformant nos matières premières sur place que nous créons in fine de la richesse. Et le Cameroun actuellement en est totalement incapable puisque son secteur énergétique est quasiment en lambris. On voit très bien que depuis quelques temps on lance des projets mais il n'y a pas une amélioration certaine sur la fourniture électrique au Cameroun. Il y a beaucoup de délestage. Quelle entreprise va venir au Cameroun pour pouvoir subir ce type de problème-là? Donc il y a toutes ces questions-là qui sont importantes à mettre sur la table et qu'il faut se le dire aujourd'hui les yeux dans les yeux, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, je peux vous rassurer qu'on ne sera pas émergent et que l'emploi de l'expression émergence à l'horizon 2035 était une fourberie politique employée pour endormir les Camerounais ou du moins les faire rêver. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez vous rendre compte que le Cameroun importe tout, jusqu'à la propre compréhension de son économie. Regardez la lettre qu'a fait le professeur Jacques Famendongo pour répondre au professeur Maurice Kamto. Lorsque vous parcourez, vous entendez des citations Bachelard, vous entendez des citations, on vous cite des maîtres d'ailleurs. Comme si chez nous, nous n'avons pas des penseurs. On peut bien éplucher le livre de Tchouandji étudiant. On peut bien, voici un économiste, bien qu'il soit parti, si on ne serait-ce qu'à mettre en application, ne serait-ce qu'un quart de ce qui est dans son livre, je peux vous assurer qu'on pouvait être très loin. On a des brillants économistes au Cameroun. Penda et Koka, c'est des brillants économistes. C'est pas moi qui le dis. Quand vous fouillez, vous vous rendez compte que c'est des gens qui ont de la matière grise à donner, monsieur Eric Fopoussi. Mais ils se retrouvent de l'autre côté où ils ne sont même pas à même de pouvoir exploiter. On a parlé du climat des affaires. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire, voilà, vous là dehors. L'argent ne circule plus au Cameroun depuis au moins 2 ans. L'argent ne circule plus. Il n'y a pas d'argent. C'est comme si on a stocké l'argent. Les gens n'investissent plus. Même les Camerounais n'investissent plus. Faites le tour. Vous allez vous rendre compte que les chantiers sont arrêtés. Oui. C'est les projets que les gens avaient mis, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que l'insécurité est agissante. L'implication de l'État, on ne peut pas être émergent. L'État est partout. Regardez l'État de Kamtel. Kamtel ressemble à quoi? Voilà Camerco. Camerco ressemble à quoi, monsieur Fopoussi? Voilà la Campost. Vous voyez, on se retrouve à être surpris partout. On organise des forums, on organise des forums pour des changements, mais des changements virtuels. La faible compétitivité de l'économie. Monsieur Fopoussi, vous vous rappelez que dans les années 80-85, il n'y avait pas meilleure huile que l'huile de palme camerounaise qui se vendait sur le marché. Les Malaisiens sont venus dans les années 70 apprendre comment faire de l'huile de palme. Aujourd'hui, la Malaisie est loin. Est loin devant le Cameroun. On se pose encore des questions sur l'huile de palme. De que qu'allons-nous parler? Qu'allons-nous dire au sujet du cacao, monsieur le Gabon, là à côté, exporte l'huile au Cameroun. Voilà. Nous importons l'huile rouge, l'huile de palme du Gabon. Donc, imaginez-vous. Allons plus loin, monsieur Eric Fopoussi. Tous les projets dits structurants qu'on nous vend aujourd'hui, c'est des projets, l'ensemble de ces projets sont financés par des prêts. Donc, chinois de ceci, barrage de cela. Donc, chinois de ceci, prêt emprunt de 40 milliards de francs CFA pour la réalisation de l'autoroute, ceci. Mais c'est un pays qui veut être émergent. Le Cameroun est extrêmement endetté. On ne veut pas le dire, on est extrêmement endetté. Avec tout ça, on ne peut pas. Même si on compose qu'un alchimie ne sera jamais émergent, c'est de la fourberie politique. D'accord. Même si les saints s'alignent au ciel. Alors, Karine Santia, vous allez dire... Vous l'avez dit, maman. Vous allez donner votre part de lecture de cette question de l'émergence du Cameroun. Allez-y. Depuis toute petite, nous avons grandi avec une succession de slogans. Je me rappelle qu'on parlait avant de... Pour vous, c'est un slogan et pas un programme. Oui, pour moi, c'est l'émergence est un slogan. Oui, pour moi, c'est un slogan. C'est important de dire ça. Oui, on a grandi avec une succession de slogans, c'est-à-dire qu'au départ,
Je me rappelle, on parlait de PPTE, pays pauvres et très endettés. Juste après, on a commencé à parler du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Là, je comprenais encore rien, je savais pas ce que c'était. Et on a encore commencé à parler des grandes ambitions. Plus tard, c'est devenu les grandes réalisations. Aujourd'hui, nous sommes à l'émergence. Non, les grandes opportunités. Non, monsieur Bachou, nous sommes à l'émergence et on y a associé les grandes opportunités par rapport à la politique. Maintenant, on veut bien savoir, je vais revenir après certainement, on veut bien... Mais c'est pas vous qui... Non, on veut bien savoir aujourd'hui, après ces slogans, quelle est la politique qui est associée? Qu'est-ce qu'on a mis en jeu en dehors de ces prêts que nous avons formulés, contractés, et aujourd'hui que nous devons rembourser? Même nos petits-enfants qui ne savent même pas ce que c'est qu'un prêt doivent rembourser. Les ordinateurs, c'est pareil. Aujourd'hui, même marcher dans une rue, vous avez l'impression que même cette rue, vous devez la rembourser un jour. D'accord. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin. Florazé, on reviendra à vous en deuxième partie, madame, monsieur. Mais ce qui est important de dire, c'est que certes, le gouvernement a engagé des travaux, mais c'est quoi un médecin qui vient vous donner une thérapie après que vous ayez complètement été infecté de manière terminale. Donc, on voit très bien également que vous avez un mal et le médecin vient de donner un médicament qui ne soignera pas ce mal-là parce que c'est fait dans un temps qui ne concorde pas avec les ambitions claires et nettes. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. Nous sommes de retour dans un court instant pour la suite du 10-12, le Zénith. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie du 10-12, le Zénith. Nous sommes le mardi 21 mai 2019 et pour cette deuxième partie de l'émission, nous allons lire quelques messages en rapport avec les sujets que nous avons déjà développés sur ce plateau depuis le matin, depuis 10 heures que nous sommes là, entre l'histoire du jour et la colère de Charlemagne. Alors, Florazé, c'est à vous. Jean à Yaoundé réagit ce matin, il dit émergence 2035 avec des gouvernants qui pillent comme les caisses de l'État. Cela ne changera jamais, nous dit Jean à Yaoundé ce matin. D'accord, Jean à Yaoundé. Autre réaction de Noumanou qui réagit depuis Domayo. Foyer, je dirais qu'à l'horizon 2035, parce qu'on a réuni tous les ennemis de l'émergence, corruption, manque d'infrastructures routières, crise sécuritaire, manque d'investisseurs étrangers, détournement de biens publics et bien d'autres. Ils sont tellement innombrables. Autre réaction ce matin, on remarque dans l'histoire du jour, nous dit notre cher ami, qu'on a trouvé une femme dans l'histoire qui était de mauvaise foi. C'est Roméo à Limbé qui le dit ce matin. Autre réaction, le divertissement est un facteur de gaspillage qui nécessite un budget. Quels sont les revenus de cet homme parlant de l'histoire du jour, s'interroge notre cher ami. Alors, que pensez-vous de cet adage? Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Adage pour adage, restons sur les adages pour le dire clairement. Mais à la suite de cet adage, pour vivre heureux, il faut vivre caché, il faut relativiser avec, on va le dire, la bonne éducation, parce que je l'ai répété. Si vous ne dites pas bonjour aux gens, vous êtes mal élevé, vous n'êtes pas quelqu'un de caché. Vous êtes très mal élevé. Il faut toujours dire bonjour aux gens quand vous les rencontrez. Autre réaction par rapport à l'histoire. Bon, cet homme n'a pas de problème. Sinon, comment avait-il pu rencontrer cette dame s'il n'a pas pu parler à son entourage? Disons plutôt que ce monsieur évite l'oisiveté qui lui mènera droit au mur, à plusieurs problèmes. S'il est mieux préparé à satisfaire son épouse, c'est ce qu'il compte. C'est Yorobo qui réagit à Oudja. À Oudja, c'est Yaoundé. Oudja, Yaoundé. Oui. Pourquoi vous secouez la tête rapidement? Oudja. Tous ceux qui nous regardent à Oudja, Koweït City à Oudja, Oudja Bonne 10, Oudja Auberge Bleue également ce matin. Bonjour à vous qui nous regardez à Yaoundé. Pourquoi vous me regardez comme ça, Karine Santia?
Ok. On va lire un dernier message, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, on a tellement par rapport à l'histoire du jour, parce que se passe, cette histoire a tellement... salut, je pense que cette femme a beaucoup joué dans sa vie et aujourd'hui elle ne supporte pas la vie en couple. Oh là là. Très bien. C'est Calice de Brazzaville qui réagit. On va arrêter là à Brazzaville, merci. Brazzaville ici à Douala, pas Brazzaville au Congo. Bon, non, ça va être à Douala. Voilà, parce qu'il faut, il faut la préciser. Il y a aussi le Barcelone ici. Bon. Il y a Dakar. C'est Brazzaville. À Douala, qui est un quartier de Douala. Hein. Oui, Brazzaville à Douala. D'accord, ok. Pas Brazzaville au Congo, parce que ça m'aurait surpris. C'est vrai que désormais, depuis hier, avec le carré des forces armées congolaises au Cameroun, au défilé du 20 mai, on peut s'estimer heureux de nos rapports et de la coopération entre le Congo-Brazzaville et le Cameroun de Yaoundé. On va, madame, monsieur, s'arrêter ainsi ce matin pour évidemment rentrer dans la revue des réseaux sociaux. Toujours avec vous, Florazé, c'est clair que les réseaux sociaux parlent beaucoup depuis hier et on va pouvoir relayer ce qui est très important à retenir. Vous l'avez dit, parce qu'il y a tellement d'informations, d'images qui buzzent depuis justement cette célébration, on a dit la 47e édition de la fête de l'unité au Cameroun, un tour à Bamenda également, avec cette célébration et ces images qui vont défiler, notamment ceux qui ont cristallisé l'attention de nos chers internautes. On voit donc ces militants du parti au pouvoir, RDPC, qui en ont masqué leur visage en pleine célébration, je rappelle bien, à Bamenda, donc avec des chapes, des casquettes, très bien vêtues en tout cas, mais avec notamment soit des bandeaux, des foulards, bref, carrément recouvert tout le visage pour ne pas être identifié. Rappelons qu'on est en plein dans Bamenda également, qui est l'un des foyers de la crise anglophone. Et puis comme vous voyez en image, beaucoup d'internautes se sont interrogés. Certains ont qualifié cet acte d'inconscient, comme vous voyez en image, des inconscients qui mettent leur vie en danger pour 2000 francs. C'est ce qu'on a pu prendre sur la toile. Quelle misère, il y a tellement de, je vais dire, il faut pousser des commentaires, pas très bons à lire, qui sont à l'endroit de ces militants. C'était estime qui auraient dû, pourquoi pas, rester tranquillement cloîtrés chez eux, au lieu justement de venir pour une maigre somme, enfin d'argent et tout, au lieu justement d'avoir le visage totalement recouvert. Rappelons que les populations dans ces deux parties du pays vivent dans la peur totale. C'est deux parties du pays qui sont sous haute tension, il faut le dire. On est en pleine crise, c'est-à-dire en pleine guerre. Et voilà donc Eric Fopoussi, enfin, je vais dire l'ambiance qui a donc qui a été vécue par rapport à cette 47e édition à Bamenda avec les militants du RDPC. D'accord. Il y a eu une volonté hier de certaines personnes, de certains esprits, de masquer ça. Hier, les gens ont voulu nous montrer que tout se passe bien à Bamenda, que tout se passe bien à Kumba. 3 villes ont été choisies hier pour servir d'échantillonnage, pour nous faire croire que là-bas, la vie se passe normalement. Donc, il y avait Kumba, Manfé et Bamenda. Avant que l'on ait ces images, lorsque ces images tombent hier, pour vous rappeler un tout petit peu la chronologie, lorsque ces images arrivent, débarquent, il y a une cohorte de mercenaires qui arrivent sur la toile, qui déboulent sur la toile et disent que ce sont des images fake et que ce n'est pas la place des fêtes de Bamenda là-bas, que sûrement c'est ailleurs, qu'on a fait des montages pour ternir Bamenda, jusqu'à ce qu'au soir, le JT d'Equinox Télévision montre donc les images caméra avec des personnes qui marchent étant cagoulées. Je préfère dire ça cagoulées parce que pour qu'on se comprenne très bien. C'est des personnes cagoulées. Alors, l'autre chose, toujours dans cette entreprise de manipulation, il y a eu une volonté de nous faire croire que tout va bien là-bas, avant qu'on ne voie le gouverneur de la région du Nord-Ouest débarquer lui aussi à la place des fêtes dans un char de guerre. Ça, il faut qu'on rappelle un tout petit peu la chronologie d'hier, parce qu'il en a voulu un tout petit peu nous montrer que ceux qui ont boycotté le défilé n'en ont que leurs yeux pour pleurer. Alors qu'en réalité, il y avait de la tristesse hier. Hier était un jour triste pour le Cameroun parce qu'on avait cet élan de festivité et pourtant nous avions une partie
du pays qui était complètement, comme on le voit, sens dessus, sens dessous. Ça, il faut le dire. Donc, ces images-là montrent bien des personnes qui ont bravé, on va le dire, le mot d'ordre des séparatistes pour aller donc défiler. Mais ces personnes ont tenu à montrer à nos gouvernants, nos dirigeants, que non, ne pensez pas qu'ici c'est comme à Yaoundé. Ne pensez pas qu'ici on peut vivre paisiblement. Sachez qu'ici, nous ne sommes pas à l'abri des représailles de la part des séparatistes. Alors, bon, Bengen, quelle lecture vous en faites? D'abord, la première observation, vous l'avez relevé, l'arrivée du gouverneur. Je pense que le gouverneur de la région du Nord-Ouest s'inscrit dans la lignée du discours d'investiture du président Paul Biya le 6 novembre 2018 dernier. Il a utilisé un ton de fermeté en disant que la guerre continue. Et le gouverneur est donc vient donc faire l'expression de cette guerre en disant nous continuons. C'est la même chose que disait le Premier ministre, j'ai l'impression que ce n'est pas vrai. Donc comment le Premier ministre lui vient de dire on va dialoguer, lui il vient et dit l'expression, on n'a pas parlé, mais c'est ce que je peux me tromper. Oh, mais on a le sentiment que l'image du char de guerre, c'est plus pour se protéger que pour autre chose. Je n'en sais rien, on se protège quoi. Quand on dit l'image, il pouvait bien venir en jeep. Voilà, ils peuvent venir avec voilà. Mais tu viens en char, ça veut dire que mais tu fais quoi, on va faire la guerre. Non, ça veut dire que le char est à l'abri, parce que vous savez que Bamenda a été le théâtre depuis ces derniers jours de tirs à bout portant sur des militaires et sur des personnes qui sont mortes. D'ailleurs, il y a le gérant d'un snack très huppé, Bamenda, qui est mort la veille du 20 mai. Le bar s'appelle Black and Blablabla. Enfin, je donne la publicité, mais je m'excuse, c'est pas publicité. Donc, qui est mort la veille là. Donc, Bamenda est régulièrement le théâtre de tirs nourris au quotidien. Ça renvoie donc à ma deuxième observation, qui est que je vais utiliser là le langage militaire. La situation n'est pas encore entièrement sous contrôle de l'armée. Du gouvernement. Et donc, c'est l'expression de ces militants qui sont cagoulés. Oui, c'est ça qui montre que la situation n'est pas sous contrôle, n'est pas entièrement sous contrôle. Lorsque la situation n'est pas entièrement sous contrôle, les militaires disent que la situation est confuse. Comme on veut dire. Donc, la situation demeure confuse. Pour l'instant, aucun militaire n'a parlé. Pour l'instant, c'est le gouvernement qui parle. Vous me demandez de lire, de donner une lecture de la... Juste pour l'instant, ce n'est que le gouvernement qui parle. La présence du gendarme, c'est le début de la sagesse, c'est ce qu'on me dit. Là, voilà. Maintenant, ils sont là. Ne faites pas ça, mon vegan. Mais vous dites, et les internautes disent, comment vous vous exposez? Pourquoi exposez-vous pour 2000 francs? Exposez vos vies pour 2000 francs. Bon, est-ce qu'ils les a amadoués pour 2000 francs? Je n'en sais rien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que... Non, pas qu'on les a amadoués. On sait que lorsque vous défilez, pour manger, pour prendre son rafraîchissement. Bon, d'accord. Pas forcément au moins, ils se sont dit, il ne faut pas consommer comme ils reconnaissent. Comme ils reconnaissent. C'est-à-dire que les gendarmes, les militaires, tout le monde est là pour dire. Mais si... par extraordinaire, on arrivait à me reconnaître, peut-être ma vie sera au quartier, parce que vous revenez voilà, au quartier. Justement, ça veut dire que la situation reste confuse. Et il est même certain que ces personnes soient sorties de la maison, pas habillées en tenue RDPC. Mais absolument, c'est que c'était dans le sac. Mon Dieu, quel pays! Ils viennent derrière la salle de fête, la place de fête, bon, on s'habille là et ils ont fini. Pour l'image du Cameroun, là, sincèrement. Non, mais c'est terrible, ça veut dire quand on arrive à un tel niveau, ça signifie quoi? Ça signifie que l'unité a du plomb dans l'aile. J'aime le répéter ici. Je vous ai dit que le 20 mai 1982, le président Ahidjo envisageait organiser le 10e anniversaire avec FAST. Personne n'est venu, même ses invités extérieurs ne sont venus. Or, un mois après, le 21 juin, Tandem a conduit une délégation à la présidence de la République pour lui réclamer le soutien du peuple camerounais. Mais pourquoi le soutien? Puisqu'on vient de faire, selon la radio Cameroun à l'époque, avec FAST et solennité. Mais le problème est où? Ça veut dire que l'unité ou l'unification ou réunification ou vivre ensemble, je ne sais pas comment vous l'appelez, a du plomb dans l'aile. Et ça date au moins depuis que le président Ahidjo est là et l'année où le président Biya a pris le pouvoir. Très bien. Alors, Charles Hamel, cette image de militant du RDPC,
qui sont cagoulés, qui se cachent le visage pour ne pas être reconnus par les séparatistes de peur de représailles. Qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, ça, trois choses. La première chose, M. Eric Fopoussi, c'est le souvenir de ce qui s'était passé à Bamenda, où on a vu le recteur de l'université de Ngaoundéré se faire repérer 2 à 3 jours après qu'on ait vu ses veuves éplorées la reconnaissance. Est-ce que c'est un charter qu'on a déplacé de Yaoundé, de Tchang, de Bouddha pour venir défiler à Bamenda? Et les gens ont dû se masquer pour présenter une situation comme dangereuse, quitte à ce qu'on ne les reconnaisse pas, force étant aux nouvelles technologies. Point d'interrogation. Vous le dites parce qu'on a tout récemment reçu des images d'une recteure qui avait été elle aussi... Qui était infiltrée dans les pleureuses. Des pleureuses. Dans les pleureuses. Il y a également une autre image d'un autre monsieur qui avait été présenté comme étant un désarmé, démobilisé et réintégré. Il était à une conférence à Yaoundé. Voilà. Est-ce que c'est pour lutter contre ça? Voilà. Donc, ça peut être ce premier point. On peut le voir sous cet axe pour lequel... Sous ce prisme-là. Oui, d'accord. Et un deuxième prisme, ça peut être que le loup est dans l'enclos. Ça peut être que le loup est dans l'enclos. Dans la bergerie. Dans la bergerie. Je parle de l'enclos des moutons, puisqu'on ne sait plus qui est qui. Est-ce que les photographes qui sont à l'esplanade sont des photographes aguerris? Est-ce que c'est des individus qui viennent se cacher, des ambaboys qui viennent se cacher, faire des photos pour reconnaître le visage et aller frapper demain? Ça, il faut se poser des questions. Est-ce que là, il n'y a pas... Est-ce que la sécurité est véritablement aussi sécurité que ça à un événement comme celui-là? Tant on sait qu'on connaît des chaînes de télévision où on arrache les micros, on arrache les caméras parce qu'ils n'ont pas été accrédités. Est-ce que là, il ne faut pas poser cette autre thèse, M. Rifopoussi, de cette peur? Et le troisième point, est-ce qu'ils là, ils n'ont pas voulu dire ici là que la situation est grave, le même militaire devient compliqué, on a besoin d'argent, on a besoin, vous voyez les risques que nous prenons pour le parti, vous voyez, donc il faut un peu l'analyser sur tous ces points. Non, et c'est un peu là où peut-être que le parti n'est pas très populaire là-bas. C'est justement pour ça que je suis en train de... Je pense plus au troisième point en disant, ça peut être ça. Donc, de les trois, je me dis, monsieur, il faut le prendre avec des pincettes. Il faut le prendre avec des pincettes parce que vous n'allez pas me dire que dans une ville comme Bamenda, où les scores étaient vraiment... les scores avaient explosé lors de la présidentielle, on aurait un groupuscule d'individus comme ça qui aurait défilé, monsieur Ribou, qui serait assis, pendant qu'on a vu un autre groupuscule qui défilait avec des bandeaux. Est-ce que ce n'était pas des charters qu'on a développés? Est-ce que... Donc, c'est autant de questions, monsieur. Voilà, peut-être que cette fois-ci, on refuse de dévoiler nos acteurs parce que ça peut être une industrie. Pourquoi pas? C'est les mêmes qu'on a vu dans le sud-ouest. Vous savez, aujourd'hui, avec les reconnaissances faciales, ça va très vite. On peut prendre les gens de Boya, on peut prendre les gens de Bamenda, on fait rapidement, on vous dit, celui-là a été à tel endroit, vous voyez. Mais en tout cas, quel que soit le bout par lequel on prend cette situation, c'est grave, il faut qu'on le reconnaisse. Quel que soit le bout avec lequel on prend cette situation, c'est très grave, qu'on en soit à faire du cinéma, qu'on en soit à avoir peur, qu'on en soit à avoir des séparatistes qui dictent leurs lois dans une république, c'est grave. Et donc, il faut simplement se dire une chose qui est nette, c'est que l'option militaire, beaucoup d'observateurs l'ont dit, les partis politiques de l'opposition l'ont dit, que l'option militaire est en train de montrer ses limites et que l'option tout militaire, tout sécuritaire est en train de jouer et qu'il est peut-être question désormais d'essayer une autre voie, quitte à encore se planter, mais qu'on aurait quand même essayé. Qu'on aurait quand même essayé. Karine, sur ces images. Le pays va très mal, le pays est à feu et à sang. Et lorsque nous avons vu ces images hier, on voulait bien savoir qu'est-ce que ces gens cherchent à démontrer. Et heureusement que M. Bachou a pu, sur ce plateau, développer les différents points de vue des uns et des autres. Mais ce qui est à noter, c'est que ce sont des personnes qui ont des visages couverts. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on les remarque. Peu importe si c'est pour faire une reconnaissance faciale ou bien autre chose, mais on va dire qu'elles vivent en communauté. Si elles y vivent, ça veut dire qu'elles vivent en communauté. Il faut se protéger. Et vous avez vu que certaines femmes, elles avaient des sacs à main. On ne sait pas ce qui s'y trouve. Peut-être c'est le vêtement de rechange, et ainsi de suite. Mais c'est criard. Et vous voyez le parti au pouvoir, le RDPC, qui fait tout, qui signe mordicus pour défiler dans cette zone-là. Ça veut dire que c'est
c'est grave. C'est grave parce que même dans cette situation-là, vous sentez qu'il n'y a pas de sécurité. Tout le monde se sent insécure. Tout le monde sent que ça peut aller mal à tout moment, mais au moins, il ne faudrait pas qu'on me remarque. D'accord. Ouais. Voilà, surtout qu'elles ne bénéficient pas des mêmes avantages que les autres. Il y en a qui portent les gilets pare-balles, donc ils peuvent facilement sauver leur vie en cas de grabuge. Mais ces militants-là, quand même, il faut le dire, si c'était le courage, ça pourrait être, je ne sais pas quoi. Bref. Je ne sais pas quoi. Alors, Flores, continuons. Oui. L'autre information, il faut aussi, on reste justement au cœur de cette célébration avec cette mort de ce bébé de 4 mois qui provoque donc l'émoi chez les Camerounais, beaucoup de tristesse. Vous avez sûrement vu l'image ou la vidéo de moins d'une minute qui fait le tour des réseaux sociaux. Elle est devenue virale, cette vidéo, et qui est donc partagée à travers le monde et qui montre un nouveau-né sans vie, les pleurs déchirants également d'une maman qui accuse. Rappelons que jusqu'ici, on n'a encore eu aucune position officielle du gouvernement par rapport à cet acte et même à cette vidéo. Les images sont vraiment déchirantes. Je n'ai pas voulu les afficher là, mais notamment à travers cette information, on a tout de suite eu les réactions sur la toile, notamment celle de l'ancien bâtonnier Akerimuna, qui lui également s'est offusqué sur son compte Twitter, tiré sur un bébé de 4 mois, a-t-il un sens? Cet hostile, il y a quelques heures, aujourd'hui 20 mai, on était hier à Moulouka, a vécu ça. Voilà qui nous sommes, un pays où certaines vies n'ont pas d'importance. Un bébé est condamné à la peine capitale pour une vie non encore vécue, tout simplement. Barbare a-t-il donc tweeté Eric Fopoussi, mais c'est triste pour tous ceux qui ont vécu, en tout cas en image, cet acte. C'est vraiment barbare et on continue dans cette orgie et on attend encore jusqu'ici la position officielle du gouvernement par rapport à cet acte. Oui, alors c'est révoltant, c'est révoltant. Et cette image qui arrive à la suite de la première image avec ces personnes cagoulées à Bamenda est une image qui vient confirmer ou nous conforter dans ce qu'on a dit. Ce qui est intéressant à décrypter dans l'image de ce bébé de 4 mois, c'est de voir les atrocités, l'inhumain qui règne dans cette zone actuellement. C'est de pouvoir confirmer tout ce qu'ont rapporté les organismes internationaux, du moins les ONG, qui ont parlé du Cameroun en termes de mort, en termes de souffrance. Souvenez-vous que beaucoup de gens, je ne sais pas si ces personnes manquent de cœur ou ces personnes manquent de sensibilité, nous ont dit qu'il n'y a rien à voir, que non, circulez, vous racontez des conneries, vous déstabilisez le Cameroun. Mais cette image précise d'un bébé avec une balle vient nous montrer que la situation est grave et que tout ce qui avait été dit sur le plan humanitaire là-bas n'était pas que des choses inutiles. Je veux dire, dans ce pays, on a atteint un niveau où les gens n'ont plus peur de dire n'importe quoi. On a atteint un niveau où les gens n'ont plus le cœur pour la vie. Parce que le bâtonnier Akerimuna, il le dit enfin, c'est de la barbarie. On est face à la barbarie. Nous sommes face à la barbarie. Il n'y a pas autre chose pour qualifier ça. C'est un enfant qui n'a pas encore vécu, mais qui malheureusement voit sa vie lui être ôtée. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on montre à ce gouvernement pour qu'il comprenne que la situation est grave? Que faut-il en plus? Je veux dire, dans ce pays, à un moment donné, c'est la tristesse. C'est une tristesse, c'est grave. Et imaginez que depuis 3 ans, vous avez des femmes qui vivent comme ça, avec des enfants qui meurent comme ça, depuis 3 ans. C'est un désastre humanitaire. Des gens ont voulu nous le cacher. On a aujourd'hui l'occasion de le montrer aux gens. Boro Bengan, permettez-moi, parce que c'est l'émotion, je suis très ému parce que quand je vois ça, je vois la vie, je vois beaucoup de choses, des valeurs que nous perdons, je vois beaucoup de choses dans ce pays. Permettez que j'ai ce moment d'émotion, ce moment où la chair de poule monte de tout mon cœur et que une larme veut dégouliner de mes yeux parce que c'est grave ce qui se passe. Mais quel commentaire vous en faites? D'abord, je suis dans le même état d'esprit que vous. Et j'ai dit, la solution doit venir de nous tous. De nous tous comment?
nous devons contraindre, je dis bien contraindre. Je l'ai développé dernièrement, beaucoup de compatriotes ont pensé, quand on parlait de Tibor Nagui, n'ont pas compris ce que je voulais dire. Parce que tout le monde veut s'inspirer de lui. L'unification, réunification, ça veut dire union, comment on dit ça, lutte unie sur tous les fronts. Je souhaite que les leaders religieux qui avaient envisagé faire des rencontres dernièrement continuent. C'est-à-dire qu'ils se positionnent comme l'Église catholique l'a fait en RDC, au point où le président Kabila a fait une sortie où il dit « Mon seul parti politique en RDC, c'est l'Église catholique ». Ici, la chance est que il y a l'Église catholique romaine, il y a la Presbyterian Church of Cameroon, la Native Baptist Convention, l'islam et tout. Donc, il y a au moins 8 congrégations religieuses qui veulent la paix dans cette mission. Il faudrait, moi je ne souhaite pas qu'ils se limitent à attendre le récépissé que leur délivreraient un jour les autorités administratives, parce que l'Église devrait être du côté des pauvres, des opprimés, des orphelins et des veuves. La situation est tellement grave et vous avez raison d'écraser une larme. L'autre côté, bien que les partis politiques devraient maintenant, je vais dire, évacuer les roses, commencer à faire des revendications. Sinon, on va commencer tout le monde va s'arriver vers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais quand ils viendront, ce sera pourquoi il faudrait qu'ils nous trouvent en place, ayant mis en place, ayant contraint, ou alors envisager de contraindre le président Biya à trouver une solution, ou alors à faire comme François Hollande, de dire que ça m'a dépassé, cher ami, excusez-moi, il a dit qu'on commence à nous demander pardon. J'ai dit, je laisse, je démissionne. Alors, donc, s'il n'y a pas une clameur sociale qui monte, j'ai dit, l'Assemblée générale des Saints du ciel ne siégera pas. La clameur sociale a été faite. Le MRC a organisé des marches blanches où il y avait un des points non à la guerre dans le Nozo. C'était l'un des points de la marche blanche du MRC du 26 janvier. On les a tous mis en prison, nous n'oublions pas cela. Ce qui est important à dire et à signaler, c'est que dans ce pays, on fait comme si on a des cerveaux qui ne fonctionnent pas. Je le dis parce que c'est important. Je vous dis que cette maman, j'ai regardé la vidéo, qui parle de son enfant qui est parti, elle est à jamais radicalisée. Absolument. Et c'est comme ça que tous ces combattants séparatistes se sont radicalisés. Hein. Ça part de quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un prendre l'arme, c'est qu'il est en train de vouloir venger soit un cousin qui est mort, soit un père qu'il a perdu, soit une mère qu'il a perdue. Et en continuant ainsi, en ayant ainsi des personnes qui meurent, on les radicalise. Et c'est comme ça que la guerre perdure. Il faut qu'on explique aux gens. Oui, vous avez raison. Oui. Je partage tout à fait votre analyse. Oui. Et nous sommes dans une situation où la justice ne peut pas parler. Oui. Là, est-ce que le procureur général près la cour d'appel du Sud-Ouest peut faire une déclaration? Je ne pense pas. Or, c'est lui qui devrait le faire. Ne serait-ce que par rapport à cette indignation que vous avez eue, que nous tous nous avons eue, les internautes, tout le monde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. L'armée régulière ne peut pas. Devait au moins faire un communiqué en disant mais ce qui arrive, c'est très grave. Nous désolidarisons. En tout cas, on a lancé. Ça reste une clameur sociale. Il faudrait que les Camerounais se constituent en disant mais pourquoi déjà, on a lancé déjà, on va lancer avec le Zénith un hashtag Bibi Mouyouka, parce que c'est important que la communauté internationale prenne cette question à bras le corps. On est en face d'un gouvernement qui est en train de montrer clairement, d'ailleurs, on va le voir au sujet suivant, on le dira au sujet suivant. Mais ce qui est important, c'est que, comme Nyobe en 52, devant la 4e commission et devant l'Assemblée générale de l'ONU, il est important aussi qu'on se porte devant cette organisation internationale. Absolument. Parce que justement, et vous savez, c'est important parce que ce que fait ce régime aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passait avec la puissance administrante en 52. Absolument. Qui est-ce qu'on envoie contredire Nyobe en 52 devant New York? Il s'appelle Philémon Sakuma.
il est le président du coup, directeur du BDC de Ojula. Tout à fait. C'est lui qui part saquer devant le monde entier Oumiobe. C'est là-bas qu'il faut porter ça, parce que Oumiobe est allé porter ce combat là-bas. Et c'est important qu'on le dise aux gens, parce que ce qui se passe là, le monde entier doit être au courant. Oui, Charles, allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, je préfère donner ma langue au chat. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le ridicule ne tue plus au Cameroun. On a traversé le ridicule, on s'en fout désormais. Nous avons décrié dans ce studio le sujet de Kelou Manatsad, cette jeune mère vêtue d'un habit rouge et d'un pagne tricolore avec sur le dos son bébé qu'on a amené pratiquement après l'avoir torturé au pied du mont Mafa, et que sans un cri, le dos tourné, on a tiré M. Eric Fopoussi. Tout à fait. Koldouza Rabédé au Mali, il a fallu que ce soit le Mali qui ressorte, qui rejette cela, qu'on dit ah oui, c'est arrivé au nord, qu'on ait fait une reconnaissance faciale, qu'on nous ait envoyé un vulgaire, ils ont déjà été arrêtés, ils sont incarcérés. Et qu'aujourd'hui on revive ça, M. Eric Fopoussi, ça veut dire que la vie, la moindre vie ne compte plus à leurs yeux. Avec de telles images, je pense que le Premier ministre devait faire une sortie. Lui qui a tenu l'arbre de paix, lui qui a parlé de dialogue. Je pense que toutes les mamans, les vraies mamans pleureuses devaient se lever pour dire, mon Dieu, on est en train d'aller où? Ce type d'image, était-ce une volonté d'enterrer définitivement une possibilité de dialogue? Parce qu'il faut se poser la question. À qui est-ce qu'un type de crime comme celui-là profite? Parce que ça, c'est important. Est-ce que ça ne va pas radicaliser définitivement les gens en disant, ok, vous avez parlé de dialogue. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'action ni des actions. C'était calme. Mais aujourd'hui, vous le faites. Bon, vous faites cela. Donc, vous voyez dans quelle situation ça va mettre. On a donc l'impression, et je dis j'ai l'impression, qu'il y a des gens pour qui cette guerre ne devrait pas s'arrêter. Parce qu'ils vivent, ils mangent derrière cette guerre, ils se pour les côtes derrière cette guerre. Vivement donc, M. Eric Fopoussi, qu'on mette tout ce qui est en œuvre pour pouvoir démasquer ces individus et les brandir aux yeux de la communauté nationale comme cela se doit. Vraiment, c'est horrifiant. Je perds mon latin. Voilà. Vous avez raison de perdre votre latin parce que ce qui se passe là est au-dessus de tout entendement. Ça veut dire que lorsque des bébés de 4 mois commencent à subir... Une vie qui n'a même pas vécu une vie. Commencent à subir ça, le symbole est grand. Le symbole est grand, ça veut dire qu'au nord-ouest et au sud-ouest, on a ôté la vie. C'est ça le symbole. Les valeurs ont un sens. Ce qui est important, c'est qu'on a changé le curseur de ceux qui ont le droit à la vie et ceux qui doivent mourir. D'ailleurs, on se souvient de ces termes à l'époque romaine. César, ceux qui veulent mourir te saluent. On est clairement dans une configuration totalement... Et c'est terrible que ce soit une coïncidence aussi évidente. On est dans le même procédé actuellement où les gens meurent et ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. On a dit ici 2000 morts. Les gens font comme si 2000 morts, c'est juste un chiffre. 2000 plats cassés. C'est une chose qu'on comme décrit. 2000 plats cassés. Mais n'oubliez-vous que même quand 2 poulets meurent, le crime de gravité, ça fait une clameur sociale. Absolument. Absolument. Voilà, 2000 poulets sont morts depuis, on s'inquiète. Voilà. Mais pour 2000 personnes, on s'amuse. On s'amuse. Peut-être que c'est un plateau surtout de beignets qui s'est une seule personne qui décède. C'est une famille qu'elle laisse dans la tristesse. C'est une famille qu'elle soutenait. C'est une famille qu'elle aimait et qui l'aimait en retour. N'oublions pas ça. Quand on dit 2000 morts, c'est que dans ces 2000 morts, il y a une personne seulement de ces personnes. Chacune des personnes a une famille, a une grande famille qui avait de l'amour pour cette personne-là. N'arrêtons jamais sur ce plateau, je vous en conjure, n'arrêtons jamais de le dire. On ne doit pas accepter des gens qui banalisent la vie humaine. On ne doit pas l'accepter parce que si on l'accepte, nous sommes en train de tomber dans le gouffre de nous éloigner des idéaux d'une nation réelle et véritable. Karine, allez-y. Il y a 3 catégories de victimes de guerre qu'on protège le plus au monde. Les enfants, les femmes et les personnes âgées. Oui.
Voilà un enfant qui meurt suite à la guerre. On ne parle même pas d'un enfant, c'est pas un enfant qui marchait. C'est un nourrisson Oui. qui meurt Par balle. par balle. Ce n'est pas qu'on a tué maman, il est resté à Ou il est tombé malade parce qu'il n'a pas pu Voilà. être alimenté. Tout à fait. Vous imaginez une femme qui sort de sa chambre et porte son bébé et voit du sang couler de sa tête ou de n'importe où de son corps parce qu'il a été criblé de balles. Faites-vous un film Hôtel Rwanda dans votre tête et dites-vous que ça vous arrive à vous. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous êtes assise dans votre fauteuil et vivez cette situation? Très bien. Nous sommes dans une situation où on est au Cameroun, mais on a l'impression d'être en Syrie. On a l'impression de vivre en Sibérie ou encore dans un pays où chaque jour il y a des balles. Un enfant qui meurt en période de guerre, c'est grave. C'est même pas une situation où on devrait attendre le sommeil avant de se lever. C'est de suite qu'on se lève. Pas pour dire qui a fait, mais pour déjà compatir. Parce que les malédictions s'acharnent sur des familles, des pays à cause de ce genre de choses. C'est-à-dire une maman qui commence à dire « Je maudis le Cameroun, je maudis ceci, je maudis cela », juste parce qu'elle n'arrive pas à comprendre comment la balle a tué son enfant. On préfère même que cet enfant meure parce qu'il a bu l'eau dans le ventre. On préfère que cet enfant meure même de paludisme. Mais qu'il meure de balles et certains vont nous dire, il faut aussi que ce sont des balles perdues. Ah mais non, arrêtez. Arrêtez. Il n'y a pas question de balles perdues. Les balles ne se perdent pas sur un enfant. Comment la balle fait pour arriver sur un enfant qui est couché? Il n'est pas debout en train de marcher dans la rue. Mais quand même. D'accord. Alors, je voudrais juste rappeler, et ça c'est important ce que je veux dire, très très important, lorsqu'on parle d'unité nationale, l'unité ne peut se dissocier de la solidarité. Il faut une solidarité nationale. Ce qui s'est passé hier, c'est tout sauf de la solidarité nationale. Pourquoi je le dis? Souvenons-nous à l'époque allemande, nazie allemande, lorsque Hitler tuait les Juifs, les intellectuels ne pensaient pas qu'un jour ça leur arriverait et s'en foutaient. Jusqu'au jour où on est venu les chercher, ils ont commencé à regretter. Je vois des gens au nord, à l'est, au sud, à l'ouest dire « Oh, nord-ouest, sud-ouest, nous aussi on a des problèmes, qui nous laisse tomber ?» Le jour où ça va arriver également chez vous, vous comprendrez pourquoi ceux-là ont eu des problèmes avant. Donc c'est une question importante à signaler et c'est pourquoi on en parle ce matin. On va terminer, Flores, avec votre revue ce matin. Oui, Eric Fopoussi, nous restons avec la crise anglophone, notamment sur... pardonnez-moi, sur France 24, déjà il y a quelques jours, vous avez certainement lu cette vidéo du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, qui rejette donc le dialogue sur la forme de l'État. Rappelons qu'il était l'invité du Journal d'Afrique sur cette chaîne et il a dit pas mal de déclarations. Il a également révélé que le gouvernement camerounais avait déjà entamé le processus de dialogue il y a 2 ans. Ce dialogue se poursuit, a-t-il poursuivi, sans toutefois parler de la forme de l'État sur cette plateforme. Rappelons également qu'il a martelé qu'on ne parlera pas beaucoup de dialogue avec ceux qui sont prêts à dialoguer avec le gouvernement. Nous ne dialoguons pas justement avec ceux qui ont du sang dans les mains, a-t-il déclaré lors de cette interview. Rappelons également qu'il est revenu justement sur l'approche de Human Rights Watch qui avait fait pas mal de déclarations. Il a estimé que c'est une approche de conspiration. Le Cameroun reste un pays tolérant où chacun est libre de s'exprimer. Eric Fopoussi, voilà en quelque sorte la quintessence de cette interview qui depuis quelques jours déjà suscite pas mal de réactions. Eric Fopoussi sur la toile quand on parle de la forme de l'État. Quand on parlait de manque d'empathie, nous y sommes en plein dedans. Bon, Bengan, sur ces propos du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, il est clairement en contradiction avec ce qu'a rapporté le Premier ministre Joseph Diongouté, donc à Bamenda et à Boya, tout récemment, lui en visite dans ces 2 régions du nord et du sud-ouest. Alors, ça vient confirmer ce qu'on avait dit ici. Ça veut dire que le président Paul Biya, dans ce qu'il veut faire comme résolution de la crise, le dialogue n'est pas une option réelle, sérieuse. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire que je ne prends pas les propos du ministre Atanga-Ndji comme les propos du président Biya. Vous savez, lorsque vous observez le président Biya, regardez ce qui s'est passé en 90.
Les Lions indomptables viennent d'arriver au quart de finale de la Coupe du Monde. Il organise un congrès de RDPC où il dit « Préparez-vous à une éventuelle concurrence ». Dès que les lois de la liberté sont votées en décembre, les marches commencent, comment vous l'appelez ça? Contre le multipartisme précipité. Les gens marchent contre le multipartisme. Lui vient, il accorde le multipartisme. Donc, c'est un monsieur, comme disait Maître Jacques Vaubert, lorsqu'il avait eu l'information qu'on veut nommer Douala Moutomé ministre, il a dit « Si on nomme mon ami, je serai coupé de lui ». Alors qu'ils étaient ensemble dans le même cabinet, partageaient le même. Il expliquait dans cette interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique Économie que lorsque vous sortez du palais de l'unité, vous êtes coupé. C'est-à-dire qu'il y a le palais de l'unité, il y a le peuple. Donc vous êtes éloigné. Donc en fait, le président Biya vous observe. Mais y a-t-il des raisons de croire qu'il puisse être l'homme, la situation pour la résolution de cette crise anglophone par le dialogue inclusif, tel qu'on voit bien, qui est appelé par tout le monde désormais? Pour le moment, nous voulons conserver les institutions en place. Nous n'avons pas la même démarche que l'Algérie. Pour maintenir les institutions, c'est lui, le président Paul Biya, que nous devons contraindre. S'il ne le fait pas, on l'amène donc à faire comme François Hollande ou à faire comme Aïdjo, c'est-à-dire démissionner et partir. Et comment le contraindre? On va le lui rappeler. Monsieur le président de la République, c'est vous qui avez remis au président Aïdjo en 1979 ces problèmes-là et les résolutions de ce problème. Où en êtes-vous avec ça? On le contraint. C'est comme je veux dire ça, on ne supplie pas. Donc, on l'amène donc à dire, vous avez dit dernièrement qu'il faut pardonner. Venez nous demander pardon. C'est vous qui avez prêté serment. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de lutte unie sur tous les fronts. C'est-à-dire pour amener le chef de l'État qu'enfin à le faire. D'accord. Chalamel, sur cette question, sur on va dire, ces déclarations de Paul Atangandji, je rappelle que depuis, il est désavoué par les autres membres du gouvernement, même par les militants et cadres du RDPC qui estiment qu'il a fait là une bourde, même si on peut croire ce qu'ils disent. Alors, M. Fopoussi, vous savez qu'à lui, il a 3 casquettes. Il est chargé de mission, si je ne pense pas bien, depuis près de 10 ans à la présidence. Il est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Il est ministre de l'administration territoriale et tout cela. Donc, M. Eric Fopoussi, je crois qu'au niveau du gouvernement camerounais, il y a ce qu'on appelle la cohésion gouvernementale. C'est-à-dire que ce qui est implémenté par une personne, par un département devrait être suivi, devrait être encouragé. Il y a cette harmonie que le chef de l'État, n'est-ce pas, lui-même a instituée, dont il ne cesse pas. Il recommande. Il recommande, voilà. Dit qu'il n'existe pas. Je crois encore que dans ce gouvernement, M. Eric Fopoussi, il y a un Premier ministre. Et c'est les actions, c'est le Premier ministre qui impulse la politique du gouvernement. Alors, d'où vient-il que le Premier ministre descend sur le terrain pour dire le chef de l'État est d'accord pour dialoguer? Il est d'accord pour discuter, pour vous rencontrer. Il est d'accord pour qu'on essaie de réfléchir sur la forme de l'État. Mais il n'est pas question qu'on s'asseye pour les questions de sécession. Je crois que si le ministre attend à dire, à moins qu'il ne rende compte directement au chef de l'État, qu'il ne dépende pas du Premier ministre et qu'il fait ce qu'il veut. Non, ça veut dire que le chef de l'État aurait deux ordres différents à 2 personnes. À 2 personnes, c'est justement ce que je suis en train de dire. À moins que... Peut-être il n'a rien dit du tout. Peut-être il n'a rien dit. C'est l'analyse, M. Eric Fopoussi. C'est encore plus grave. Oui, il peut n'avoir rien dit. Les gens prennent sur eux, ils disent des choses sur son nom et il ne dit rien. Il peut avoir pris ses ordres du chef de l'État. Comment se fait-il qu'il se soit retrouvé en France? Est-ce que le gouvernement, le Premier ministre savait qu'il devait faire une sortie parce qu'il est censé être renseigné? Est-ce qu'il savait qu'il devait faire une sortie sur une chaîne de télé? L'y-a-t-il autorisé à faire cette déclaration? Si on avait-il la teneur? Voilà. Qu'il avait lui-même sorti. Voilà. Avait-il la teneur? Parce que ça c'est important. Des échanges qui devaient avoir lieu entre la journaliste, le type d'émission et ses positions. Est-ce qu'il lui a donné des consignes sur les orientations prises par le gouvernement?
Donc j'estime que si ce n'est pas du zèle, M. Rifopoussi, c'est des gens qui rament à compte courant. Et ça nous étonne qu'il soit encore en poste ce matin comme ministre de l'administration territoriale. La démission n'est pas camerounaise. Non, mais écoutez, on peut... Et si c'est la politique menée par le gouvernement, on peut démissionner. Oui. Le gouvernement peut avoir opté pour ce genre de parce qu'il il était en Suisse. Ce qui est intéressant, c'est que si ce gouvernement a donc opté pour cela, c'est aussi un problème. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est un problème. Organisons-nous pour les contraindre, soit à trouver une solution, soit à partir. En tout cas, ceux qui l'ont fait sont à Kondengui et personne ne les soutient. On va s'arrêter là, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux et tout de suite prendre interpellation de ce matin. On regarde le compatriote et ensuite nous serons de retour sur ce plateau pour un petit commentaire. À tout de suite. Moi, je trouve l'agriculture. Je crois que vraiment, à mon jeune âge, quand je me suis levé, nos parents nous ont nourris qu'avec les produits sortant du champ. Mais à nos jours-là, je trouve que l'agriculture est vraiment complètement abandonnée à lui-même, à nos pauvres planteurs. La subvention, il n'y a plus. Même les engrais qu'on vendait à nos parents, même un peu à un pas bas prix, il n'y a plus. Aujourd'hui, là, vraiment, je trouve qu'il faut que l'État revoie encore cette situation-là pour qu'on reprenne encore les choses en main. C'est ce que moi je peux vous dire pour le moment là, parce que c'est très très grave avec l'agriculture. Et rien ne marche. Regardez une ville comme Konsamba. Konsamba était une ville où on vivait qu'à base de l'agriculture, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Konsamba est devenu? Rien. Tout est fini en Konsamba à cause de l'agriculture. Donc voilà, pour moi, je crois qu'il faut qu'on revoie encore cette chose-là à la base. Voilà pour cet élément de ce compatriote, bien sûr, qui s'exprime sur la question. Bon, Bengan, je vais faire évidemment ce qui a à faire avec vous, c'est de solliciter auprès de vous un commentaire sur ce qu'a dit le compatriote. Même à l'époque portugaise, où on veut dire Rio dos Camaroes, jusqu'aujourd'hui, ils se sont accordés à une seule chose: le Cameroun est un pays agricole. Et on ne fait rien pour développer cette agriculture-là. Donc, aujourd'hui même encore, je pense qu'il y a un séminaire qui s'est tenu ici. Au Cameroun, on dit on ne subventionne pas, on n'encadre pas l'agriculteur. Et les Américains, pire encore, on nous a interdit de subventionner l'agriculture. Ça, on ne le dit pas. Une loi américaine a fait fermer l'ONCPB au Cameroun. American Agricultural Act. Donc, lorsque l'on le fait, et le président de la République vous dit au commerce de Bolivar, consommons ce que nous... Et Charles Hamel nous a dit tout à l'heure, les Malaisiens et les Indonésiens sont venus à prendre l'huile de palme chez nous en 1974. Ils sont leaders mondiaux aujourd'hui. Et nous, on est là à la traîne. Donc tout le monde le sait et personne ne fait rien. En fait, je veux dire, le gouvernement qui est le bras armé de l'État ne fait rien pour encadrer cette agriculture-là. Et lorsque je vais encore citer le chef de l'État pour en déterminer, il a fait cette option quand? C'était le 18 juin 1983. Là, il y avait un vaste projet agricole. Et les projets agricoles à l'époque étaient des projets intégrés. Vous avez entendu parler de Yabassi Bafang. Il y avait entendu parler d'un grand projet dans le Bui et le Ndonga Mantoum, à Sangchou, partout avec le truc. Mais il a dit ce jour-là, il a enlevé Samuel Bois et tout l'argent que le Fonds européen pour le développement avait mis à côté, on a mis l'agriculture camerounaise, j'allais dire, au sol, on l'a piétiné. Et quand on a semblé vouloir faire des réformes agraires en 89-90, Jean-Marc Ella a sorti un livre en disant « Quand l'État pénètre en brousse ». D'accord, on va s'arrêter là. On va prendre quelques messages, madame, monsieur, pour sortir du programme de ce matin, après avoir longuement abordé des sujets liés à la crise anglophone et surtout à la célébration de l'unité nationale hier, 20 mai. Flora, c'est quelques messages, je vous en prie. Oui. Roger réagit ce matin, il dit c'est vraiment triste cette vidéo, mais sans le diaboliser, sachant que tout peut arriver dans une guerre. C'est pourquoi il faut éviter. Bon, le message n'est pas terminé, Roger. Autre réaction, c'est triste dans ce qui arrive dans ce pays. Et nous avons encore vu cette mère qui pleurait dans la vidéo et qui ne laisse personne indifférent.
Autre réaction, ça montre également à quel point certains Camerounais ne savent toujours pas ce qu'ils veulent, se voiler le visage en pleine fête de l'unité. C'est terrible, nous dit notre cher ami Caliste. Autre réaction, on a zombifié les Camerounais au point où rien ne nous fait plus mal. Voilà, absolument. Autre réaction, l'émergence 2035 avec ce gouvernement, j'y pense pas. Vraiment trop de problèmes dans notre pays. C'est Maël Abanga qui réagit ce matin. Alors, Chalabel, il s'agit là d'une crise de confiance quand même, hein, lorsqu'on parle d'émergence et que les Camerounais soient à peu près sûrs. Quand vous interrogez dans tous les bords, même au sein du RDPC des militants là-bas, ils vous disent que l'émergence en 2035, c'est un mirage. On est presque sûr qu'avec la politique actuelle, ça ne va pas se faire. L'émergence, M. Eric Fopoussi, commence lorsque vous entrez dans une formation, vous arrivez dans une formation sanitaire. Oui. Vous êtes malade et qu'à l'immédiat, vous êtes bien reçu par le gardien, qui lui-même vous conduit rapidement auprès des services adéquats, vous vous acquittez rapidement, vous êtes pris en charge et dans les minutes qui suivent, vous sentez la douleur baisser. L'émergence, c'est aussi la facilité avec laquelle vous arrivez dans un établissement scolaire. Vous voyez la manière avec laquelle le système éducatif, la qualité d'éducation qui est donnée, M. Eric Fopoussi. C'est aussi le fait pour vous de rentrer chez vous, prendre votre cahier, le cahier de votre enfant, parcourir et regarder quelle qualité des contenus des cours qui sont donnés. L'émergence, M. Eric Fopoussi, c'est si vous levez le matin, démarrer votre voiture, pour rouler sur 12 km et vous rendre compte que la route est bien faite, les accotements, les rigoles, vous n'avez pas de nid de poule, qu'il ne faut pas qu'en plus de réfléchir, vous réfléchissez pour les autres et puis pour les nids de poule. L'émergence aussi, M. Eric Fopoussi, c'est savoir que vous pouvez aller postuler un emploi avec toutes les compétences que vous avez, être recruté pour votre savoir comme connaissance, savoir-faire et savoir-être. L'émergence, c'est aussi ça, M. Eric Fopoussi. Mais tant que cela n'est pas, ces conditions ne sont pas réunies, tant que l'ensemble de ces conditions ne se prêtent pas à ce jeu, on ne peut pas dire qu'on est, on est émergent. Avec un taux de patriotisme qui est supérieur, qui est inférieur au taux de corruption. Mais M. Eric Fopoussi, arrêtons un peu le... Vous voulez dire qu'il n'y a pas de patriote dans ce pays? Il n'y a pas de patriote. Malheureusement, on va le dire aussi comme vous. Florazé, allez-y. À Sancho, Evelyne réagit ce matin. Elle dit « Nous avons atteint un niveau où les larmes coulent dans nos yeux sans que nous ne pleurions. C'est très grave. » Evelyne qui réagit ce matin. Merci Evelyne, c'est très très grave. Oui, c'est vrai, c'est grave, il faut que les gens comprennent ça. C'est très très grave ce qui se passe. On a parfois écouté un discours au Cameroun en disant qu'au Cameroun, un génocide n'est pas possible parce que nous sommes tellement d'ethnies. Alors là, et que ce qui s'est passé ce qui s'est passé au Rwanda opposait deux ethnies, Hutu et Tutsi. Alors je rappelle que ce qui s'est passé au Rwanda justement à l'époque, vous savez qu'aujourd'hui l'ONU, toute la communauté internationale on les accuse de n'avoir pas été proactifs sur la question du Rwanda. On aurait pu éviter le génocide rwandais si la communauté internationale avait agi rapidement. Absolument. Et la France aujourd'hui continue justement à subir des rapports un peu tendus, même si depuis quelques temps ça se réchauffe avec le Rwanda, parce que à cause de ça. Le représentant des Nations Unies au Rwanda s'appelait Jacques-Roger Bobo. Oui. Il a envoyé un rapport au directeur des opérations qui était sous le secrétaire d'État à l'époque, il s'appelait Kofi Annan. Il lui a envoyé ce rapport longtemps avant pour qu'il prenne des dispositions. Vous avez raison. Tout à fait. Ils ont fait semblant d'ignorer le rapport de celui qui était sur le terrain. La preuve, aujourd'hui, nous en sommes là. Mais nous sommes le génocide. Comment un pays normal peut passer 3 mois sans vaccin pour le VCG? Donc les enfants naissent, ils font 3 mois, non pas de vaccin. D'accord. Vous ne parlez pas de génocide là? Pour dire qu'on est actuellement dans une configuration où on est dans une configuration où il y a... Non, c'est un peu l'attribut, c'est que les gens ont toujours pensé, ont toujours minimisé les risques. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de minimiser les risques en réalité. On est en face de... Écoutez ce que les gens me disent sur la toile. Ils disent que eux, ils parlent en français, nous parlons en anglais. Ça veut dire qu'on a deux entités qui s'imposent, ceux qui parlent en français et ceux qui parlent en anglais. À partir de ce moment-là, c'est grave parce que désormais, si on vous parle en français
et que vous répondez en anglais, vous commencez à être quelqu'un qui est suspicieux. Vice-versa. Donc, c'est pour dire que le type de confrontation Hutu-Tutsi n'est pas à exclure au Cameroun. Attention, il faut qu'on le dise pour ceux qui, continuent à minimiser, à dire que oh, c'est normal, tout va s'arranger. Attention, il est encore temps d'arrêter ça et on peut arrêter ça. Terminons, Florazé. Oui, il y a cette réaction par rapport à la fête de l'unité à Bamenda qui dit les personnes qui ont caché leur visage pouvaient venir d'ailleurs. Si on l'a dit notre... D'accord, on l'a dit ici. Merci à vous, merci infiniment à tout le monde d'avoir été là ce matin sur ce plateau. Madame, messieurs, on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h pour un autre numéro de cette émission 10-12 Le Zénith, le plateau républicain, ça vous le savez. En attendant que Dieu bénisse le Cameroun.